la dernière. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Radio Nova. Bienvenue dans la dernière en direct et en public. Vous l'entendez au théâtre L'Européen à Paris dans une ambiance de maboule. Merci d'être venus aussi nombreux. Merci l'Européen. Merci pour votre accueil. Nous sommes le dimanche 16 février 2025 et Emmanuel Macron a annoncé 109 milliards d'euros d'investissement pour l'intelligence artificielle. Incroyable. Les hôpitaux, les écoles, la justice, la culture. Attendez, j'ai un truc pour vous. Tiens, niquez-vous. Excusez-moi. Pardon, c'est pas un doigt d'honneur, c'est parce que je suis Asperger. Mais j'avais envie d'offrir comme ça mon cœur à la foule. On a le droit maintenant, hein, c'est la nouvelle excuse. Et avant on disait, oh là là, je suis une sombre merde, je respecte pas mon pays, les habitants et tout. Maintenant vous dites, j'ai un trouble du spectre autistique. Et ça passe très bien. Alors attention, ça ne marche que si vous êtes patron. Moi, si un jour j'étais patron de quelque chose, je traiterais les gens comme de la merde et je dirais... Ça va les gros connards? Ça va les raclures de chiottes? Oui, patron. Pardon. Juliette me fait peur. Juliette Arnaud est avec nous. On peut l'applaudir bien fort. Pardon, Juliette. Je suis désolé. C'est parce que je suis... Asperger, on a compris. Je suis HPI. Ouais. Je suis zèbre. Oui, j'ai un TDAH. Oui. Ça va, Juju? Très bien. C'était quoi le meilleur moment de ta semaine, Juju? C'est tout à l'heure quand tu m'as expliqué ce qui allait se passer après la mort. Oh là là, on fera une émission spéciale là-dessus. Non, c'était vachement bien. Il m'a dit, tu vas mourir et la seconde d'après, tu vas t'entendre penser, ah d'accord. Elle a spoilé. Mais avant la mort, il y a Aymeric Lomprey qui est avec nous. Ça va, Aymeric? Ouais, ça va. Ouais, cool. Qu'est-ce que t'as fait cette semaine? Cette semaine... Genre le moment le plus marquant de ta semaine? Le moment le plus marquant de ma semaine, c'est quand je me suis fait un nouveau tatouage. Ah oui, c'est vrai. Tu peux le décrire parce que c'est de la radio? En fait, j'avais demandé un doigt dans le nez et on dirait autre chose. Bec BD, on dirait plus Bec BD. On embrasse Mio en tout cas. Voilà, ah oui, c'était là-bas que tu t'es fait tatouer. Oui, là, voilà. Ouais, tu cherches un petit peu la merde aussi. Bah, c'était gratos. C'est pas le pays du tatouage, c'est le Roquefort là-bas, ça n'a rien à voir. Ah bon? Voilà. Bon, allez, c'est pas grave, la prochaine fois tu te feras tatouer. Pierre-Emmanuel Barré qui est là. Bonjour. Comment ça va, Pierrot? Ça va très bien. Merci, Guillaume. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine pour toi? Deux moments super quand j'ai vu le tatouage d'Aymeric. C'est vrai qu'on a tous rigolé. Qui est vraiment très très raté. Oui. Et quand on a écouté du Richard Anthony en loge, là j'étais vraiment C'est vrai content. qu'on a fait ça. Oui. Nous rejoindrons pendant l'émission Douli, Arnaud Aymar et Alice de Rochechouart. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec notre analyse de l'actu. On est chaud comme François Bayrou au salon du « On te voit, François ». C'est moi qui commence. Allez. J'ai une info. Ah, carrément. En parlant de l'arrestation de Boualem Sansal, Louis Sarkozy a déclaré « Si j'étais aux manettes, je brûlerais l'ambassade d'Algérie ». Ah, carrément. Alors après corruption, trafic d'influence, chez les Sarkozy, on tente l'apologie du terrorisme. Les scientifiques estiment qu'en 2030, 50% du poids total des Sarkozy sera composé de bracelets électroniques. Et moi j'ai une info. Où les amoureux? Luc Besson et Sarah Salman seraient en couple. Où les amoureux? C'est fou, hein. Parfois, comme l'amour peut nous surprendre. C'est ça qui est beau avec l'amour, parce qu'en fait, parfois, l'amour, ça casse les codes. Vous voyez, par exemple, moi, si nous. Allez, voilà. Allez, je vais te couper parce qu'on n'y comprend rien. Et puis, j'ai une info qui est bonne. Une info wah. Depuis vendredi, sur toutes les plateformes de streaming, on peut enfin trouver Tonton du Bled du 113. Il paraît que le RN s'est associé à Éric Zemmour et Retailleau et Philippe Devellier et ils ont fait un communiqué pour s'en réjouir. Moi j'ai une info, CNews part en édition spéciale. Des rebondissements dans l'enquête sur le meurtre de la petite Louise, 11 ans. CNews part en édition spéciale. Attendez. Non, le suspect s'appelle Owen et pas Mohamed. Donc non, on annule l'édition spéciale. On part sur le rôle de l'islam dans les hémorroïdes d'André Berkoff. C'est visuel. Ouais, bien sûr. Là, je rigole à autre chose. Ouais. Mais alors, non. Arrête d'écouter Rire et Chanson en même temps. Ça décale tout. Moi j'ai une info, mais qui regarde? Se tient actuellement les mondiaux de biathlon. Mais qui regarde? Oui, je suis complètement d'accord. C'est vrai, c'est nul.
Non mais je comprends pas qu'on a... Il y a carrément l'association des biathlons de France. Hein. C'est fou d'arriver à être clivant là-dessus avec tout ce que t'as dit avant. Non mais allez, là je travaille. Fais gaffe, ils sont armés normalement. Ils ont des Non carabines. mais attendez, moi j'ai un texte en Oui, fait. pardon. C'est vrai que c'est pas évident parfois, donc vas-y. Très bien quand Non t'as un mais texte. arrêtez. Mais qui là ça va être moins drôle que... Mais qui associe le... Non mais j'aurais d'arrêter. Non mais alors... Non mais qui associe le tir et le ski quoi. Ça je voulais vous dire. Ouais. Non mais tiens, moi je vais faire du hand-voile. C'est du handball mais sur une planche à voile, voilà. Ça se joue par équipe de 1000, faut être Capricorne pour jouer. Ouais, c'est trop bien, sur quelle chaîne? La rouge. Non, c'était bien quand même. C'était pas C'était bien quand même. Attendez, j'ai une autre info. CNews part en édition spéciale. Owen, le meurtrier présumé de la petite Louise, 11 ans, aurait été aperçu au kebab la veille du meurtre. CNews part en édition Non, spéciale. attendez, il avait pris des frites. Sauce harissa? Putain, sauce blanche, merde. L'enquête piétine. Pardon, on part sur le rôle de l'islam dans les MST au camping de Rocancel. Alors moi j'ai une info, mais ferme-la, Yann. Selon... Il n'y a plus de filtre en fait. Non, c'est fini le film. Allez. Selon les images diffusées par Libération, Yann Moix a déclaré qu'il y avait, et je cite, des femmes sur lesquelles on pouvait cogner. Mais ferme-la. Ouais, voilà. C'était avec son copain Depardieu en Corée du Nord. Ceci dit, arrêtez de le comparer à un porc. Un porc, ça n'a jamais appelé à cogner des femmes. Ça n'a jamais fait de dessin antisémite. Ça n'a jamais écrit des livres de 500 pages avec son phallus en se prenant pour Flaubert. En plus, c'est joli, c'est sympathique et c'est futé, un porc. Ça ne ressemble pas à un vieux testicule aigri. Voilà. Maman est fatiguée. Fatiguée la maman. Bravo maman. Bravo maman. Moi j'ai une info, on s'en fout. Cyril Hanouna, On s'en fout. Non, mais il veut être président. On s'en fout. Arrêtez, il cherche les 500 signatures, tout ça. On s'en fout. Attendez, bon, il est tombé dans l'escalier. Attends, non, attendez. Il s'est fait mal? Non. On s'en fout. Allez, on s'en fout, puis on a mieux à faire. On va passer à la séquence d'Emery qui est tant attendue. Oui. Par qui, je ne sais pas encore, mais il y a des gens qui disent on a envie d'entendre cette séquence qui s'appelle Les Infortantes. Oui, c'est un mélange d'informations importantes. Merci Guillaume de me tendre le micro. Ce micro ô combien important dans un monde de plus en plus muselé. Je ne suis pas d'accord, mais je me battrai pour que vous le disiez, chanter Alain Souchon lors d'un concert à Sochaux. Cette semaine, Guillaume, c'est une info qui nous vient de l'Académie de l'humour de France, qui a enfin rendu public le classement des chroniqueurs de France. Pierre est bel et bien le premier, le top, le meilleur. Et ben figurez-vous que moi, je suis le dernier. Oh. Oui, dernier. Alors je regardais le classement comme ça et mon doigt descendait comme ça. Vous savez, comme quand on voulait voir les résultats du bac. Et comme on dit toujours, quand ton doigt brûle, c'est que tu es au rattrapage. Et quand tu es une écharde, c'est qu'on te revoit l'année prochaine. C'est délire là. Et donc je descendais mon doigt comme ça, je descendais, j'ai tranier, pasturo. Bon. Alors, quand le clou, putain, un chat, j'ai le boulot. Oh, Didier de France 3 Auvergne, putain, et bam, Aymeric Lompré. Oh, c'est dur, hein, j'ai jamais été le dernier de ma vie. Il y a toujours eu un myope ou un roux derrière moi, mais là. Alors vous me connaissez, j'ai pas ma langue dans ma poche. Hein, j'appelle la Fédé des chroniqueurs de France. Oui, bonjour, c'est Aymeric. Lompré. Là, la Fédé me dit oui, on s'en doutait que vous allez nous appeler. On peut vous expliquer. Là, je dis oui, je veux bien, parce que je trouve que ma place dans le classement est assez dure à encaisser. Là, la dame au téléphone me dit je vous passe mon responsable, patientez. Bon, donc j'attends. En musique d'attente, c'est marrant, ils mettent un sketch de Laurent Baffy. Certainement pour que tu raccroches. Alors là, la dame me prend au téléphone, me dit oui, mon responsable est absent. Là, je dis il est où? Et là, elle me dit il est en réunion. Car on est en train de voir pour vous décerner le prix de la chronique la plus inutile du monde. Et vous êtes en lice. Ah bon, avec laquelle? Celle-là. Alors, bon, d'accord, mais j'en ai marre déjà. Bon, mais est-ce que vous pouvez me donner des explications? Je dis d'un ton remonté. Parce que je trouve que ma place dans le classement est assez dure à encaisser. Hein? Je suis juste après Olivier Jambon du podcast Départ Debout Mulhouse. Là, le ton monte. Je n'ai pas à m'expliquer. Vous voyez ça avec le comité de votants. Quoi?
Comment je les contacte? Je dis en me calmant. C'est long encore ou pas? Je me rends pas compte, parce que là... Voilà, c'est que le début, mais je vais accélérer. Donc, alors, là, j'arrive à avoir le numéro d'un des assistants, Hervé, du comité de présélection des chroniqueurs. Non, c'est nul. Et je lui dis... c'est nul. C'est nul. Non, c'est vraiment... c'est nul. C'est pas bon. Après, je suis le pire chroniqueur de France. Hein, Non, mais on peut t'applaudir quand même pour l'effort, parce que... Mais c'est vrai que c'était... C'est vrai que c'était nul. Je continue pas? Si, mais tu vas continuer pendant la séquence qui suit. Ah, ok. Parce que on va écouter maintenant un truc qui est encore plus nul que toi, Aymeric. Tu vois comme quoi tu peux toujours t'améliorer. C'est maintenant, c'est la publicité. Vous êtes toujours sur Radio Nova. C'est toujours la dernière avec Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, cher Emmanuel Barré. Il est 18h13, il est l'heure d'accueillir notre invitée du jour. Elle nous a rejoint, elle est historienne, spécialiste notamment des mouvements révolutionnaires. Mesdames et messieurs, Mathilde Larère. Bienvenue Mathilde. Bienvenue, bienvenue, parce que tu es déjà venu faire des chroniques ici. Mais on avait envie de t'entendre plus longuement sur la durée. On avait envie de parler d'histoire, évidemment, avec toi. Tu es historienne, tu es maîtresse de conférences. Et je l'ai dit, tu es spécialiste des mouvements révolutionnaires. Donc ça nous intéresse un tout petit peu. Hein, voilà, c'est pour des amis. Ça peut servir. Ça peut servir par les temps qui courent. Mais première question, comment t'es tombé dans la passion de l'histoire? Et est-ce que c'est ton seul point commun avec Stéphane Bern? Oh purée, ça commence fort. Comment je suis tombée? En fait, au début, je faisais des lettres et puis en fait, je trouvais pas ça assez politique, donc j'ai bifurqué vers l'histoire. Désolé. Mais ouais, en fait, j'aimais bien le côté politique de l'histoire, donc c'est pour ça que je fais de l'histoire. Et c'est l'histoire. Enfin, je dirais même pas que c'est un point commun avec Bern, parce qu'il c'est pas vraiment ce qu'il fait. En fait, lui, il fait de l'instrumentalisation du passé, donc. Voilà, ça commence bien. Ça commence bien. Non, voilà, l'émission est bien. Alors. Il y a un autre truc qui fait Stéphane Bern, c'est que lui, sa passion, sa manière de traiter l'histoire, c'est par les personnages, les grands personnages historiques, avec plutôt quand même les rois. Les mecs. Ou sinon les courtisanes. Toi, plus, c'est le on qui t'intéresse, c'est-à-dire le on des gens qui obtiennent en foule, en collectivité, les droits, les acquis. C'est les nous et vous du passé, quoi. Donc, c'est ceux qui, pendant longtemps, n'ont pas eu de place dans l'histoire. C'est les sans parole, sans histoire, souvent sans droit. Donc, ouais, ça m'intéresse plus, et notamment les femmes. Mais pas que. Les femmes, au début, je travaillais sur des mecs, et puis après, j'ai plus travaillé sur les femmes. Mais ouais, non, ça va. Moi, ça m'intéresse. En fait, tu peux faire de l'histoire des grands et le faire de façon émancipateur. Si tu travailles sur les grands en montrant comment ils installent leur rapport de domination, comment ils créent leur violence, enfin, il y a plein de moyens de travailler sur les classes dominantes et en même temps d'être émancipateur. Enfin, je veux dire, ce que font les sociologues, ça y est, comme je suis un peu émue, je ne retrouve pas le nom. Bon, bref. C'est pas grave, on les connaît pas, tu peux dire au pif. Si, on les connaît super bien. BHL. Non, les Pinsons Charlot, voilà. Ah, les Pinsons Charlot, bien sûr. Ouais. Ils travaillent sur les élites, mais ils vendent la mèche. Ils montrent comment les élites s'installent, quels sont leurs réseaux. Bon, moi, c'est vrai que je préfère travailler plutôt sur les classes populaires, sur les minorés, les minorisés. Mais en fait, c'est une façon de faire de l'histoire qui fait qu'on est émancipateur ou pas, en fait. Alors ça se rejoint parce que ta thèse, elle portait sur la garde nationale de Paris sous la monarchie de Juillet, le pouvoir au bout du fusil. Donc, ouais, c'est un slogan maoïste. Le pouvoir au bout du fusil? Ouais. Ok. Donc qui ne date pas de cette époque-là? Pas du tout. Si ma mémoire est pas... Non, pas du tout. T'as vu quand même, j'ai des restes. Il s'agit de la révolution de 1830. C'est 3 jours qu'on appelle les 3 glorieuses. Est-ce que tu peux nous faire un petit brief là-dessus? Parce que c'est pas tellement enseigné à l'école, j'ai l'impression, cette révolution-là. Non, de toute façon, les révolutions du XVIIIe siècle, elles sont moyen enseignées. De façon générale, tout ce qui est lutte sociale est moyen enseigné. Parce qu'en fait, si tu enseignes les luttes sociales dès les petits, tu vois, tu leur expliques comment tu fais une barricade, tu leur expliques que le pouvoir, c'est un truc fragile qui peut se renverser, tu leur expliques que si tu t'organises, t'as quand même eu... en fait, voilà, c'est pas... Donc c'est marrant, ça a complètement disparu des programmes. C'est étonnant. Peut-être les profs sont trop de droite. C'est les programmes. C'est une hypothèse. Les profs, ils sont pas pour grand-chose. Ils sont obligés de suivre les programmes. C'est pour ça qu'à la fac, on peut faire autre chose, quoi. On a l'avantage de pas avoir de programme. Donc, la révolution de 1830, c'est pas la plus fun des révolutions parce que c'est quand même une révolution libérale. C'est-à-dire que c'est une révolution qui laisse un roi après un roi. Donc, oui, mais d'une autre famille.
Non, la même famille. Non, mais les- l'autre branche les de la cousins. famille. Ouais, voilà. Alors attends, C'est quel les roi cousins. avant et quel roi après? Avant, t'as Charles X. Ok. C'est les Bourbons aînés, c'est le frère de Louis XVI. D'accord. Et après, t'as le duc d'Orléans qui devient Louis-Philippe d'Orléans, et lui, c'est un cousin. Mais Ok. le père avait voté la mort de Louis XVI. Ah, et Donc, bonne ambiance. Tu vois, ouais, non, les relations de famille n'étaient pas hyper, hyper Charles IX, détendues. c'est Charles IX qui avait voté. Non. Mais c'était bien tenté. Charles IX, c'était grave avant, quoi. Et même que je connais Oui, même c'est pas- avant 10. Oui. Oh là là, ouais. Oui, mais quand je te dis qu'on est nul, c'est qu'on est nul, hein, Mathilde. Hein. Ouais. Bon, bref, enfin, donc, tu vois, c'est... T'avais un roi, t'as un roi... Mais alors pourquoi, d'où elle part cette révolution-là? D'où elle part hein Ouais. Oh là là, ah bah, elle part en général... De toute façon, une révolution, elle part toujours d'une réforme qui n'est pas faite. Ça, c'est quand même le principe propre des révolutions. Et le règne de Charles X, donc après 9, mais longtemps après. Oui, tu mais je vois. vais prendre des notes quand même. Ouais. Charles X, il essayait de réinstaller une forme d'autoritarisme un peu, pas absolu, faut rien exagérer, mais il essayait notamment de rétablir la censure dans les journaux. Vous savez, la liberté d'expression. Hein, Pas trop, mais vas-y. et de s'imposer à une bourgeoisie libérale hein, qui, alors, était pas démocratique, hein, ils n'étaient pas du tout favorables ni à la démocratie, ni encore moins à la démocratie sociale, donc à savoir aux droits sociaux pour la population. Et donc, dans cette opposition, Charles X, il fait une espèce de coup de force. Ah merde, faut pas que je tape sur la table. Putain. Seulement si t'es très Non, mais énervé. c'est Et le là, coup de force, là, tu vois. ça valait le coup, je trouve. Et donc oui, il fait un coup de force dans lequel il rétablit la censure sur les journaux, il interdit la bourgeoisie libérale, il l'empêche de voter, et ce coup de force, qu'on appelle les ordonnances de Saint-Cloud, elle suscite une réaction, alors d'abord des journalistes libéraux, et suivie ensuite dans la rue par les classes populaires, parce que c'est un moment où les gens ont faim, comme souvent dans cette période, où il y a une crise économique, et donc ça arme les classes populaires qui soutiennent cette révolte. Donc ça part quand même de la bourgeoisie. On a toujours l'impression en France que les révolutions partent souvent de la bourgeoisie. Ouais, non, parce que 48, pas du tout. Ah, et la on y Commune viendra non après. plus. C'est les premières. Ok. De fait, au début, ouais, mais 30, voilà, c'est une révolution libérale, on va pas se mentir. Mais qui dure 3 jours seulement? 3 jours, c'est les journées insurrectionnelles. Après, tu limites pas le processus révolutionnaire à son moment insurrectionnel. Hein. Disons qu'on peut continuer après, tant que tu as un petit peu de changement. Tu arrêtes le processus révolutionnaire quand c'est bloqué, quand il n'y a plus la moindre tentative de réforme. Donc, 1830, qu'est-ce que ça donne? Une petite ouverture du suffrage, mais enfin, on va vraiment pas... Hein, c'est-à-dire qu'avant, il y avait 3% des hommes en âge de voter qui avaient le droit de vote, et après, tu en as 6% des hommes en âge de voter qui ont le droit de vote. Ça fait quand même 94% des hommes en âge de voter qui votent pas, et toujours 100% des femmes qui votent pas. Voilà. Mais ça fait une autre chose, c'est que ça crée aussi un précédent. Parce qu'en fait, quand 48 arrive, c'est que Oui. 18 ans après. Donc il y a des gens qui ont encore la mémoire de ce qui s'est passé. Donc Oui, c'est possible. Et puis, de toute façon, une révolution, c'est une ouverture des possibles. Donc, ça permet, de fait, à la classe ouvrière de s'exprimer. T'as des journaux ouvriers qui sont créés à ce moment-là. Ça permet aux féministes qui étaient complètement sous le boisseau depuis l'Empire de pouvoir s'exprimer à nouveau. T'as le premier journal 100% écrit par des femmes, rédigé par des femmes, distribué par des femmes, qui est publié à ce moment-là, qui s'appelle La Femme Libre. Donc, t'as des choses qui se passent. Et en fait, l'avantage, c'est que comme avant, tu avais en gros la droite réac, les royalistes au pouvoir, et que là, ils sont vidés, et que c'est les libéraux qui arrivent au pouvoir. Les libéraux, ils dégagent de leur place sur la gauche. C'est l'avantage quand tu vois, c'est comme le PS arrive au pouvoir, ça dégage de sa place sur sa gauche, tu vois, genre. Oui, il y a quand même des points communs avec aujourd'hui. Ouais. Est-ce que c'est un souhait, Mathilde? Non, mais mieux que ce qu'il y a là, mais non, c'est pas mon souhait. Mais en tout cas, ça dégage de la place, et résultat, t'as la naissance du socialisme, t'as la naissance du mouvement ouvrier, t'as les canuts, c'est-à-dire que ça fait une espèce de latéralisation qui laisse de la place pour que se structure ce qui va ensuite conduire effectivement à 1848. On va y revenir, Mathilde, évidemment, jusqu'à 20h, on est ensemble. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique, tiens? La musique révolutionnaire? Attends, tu vas rigoler, j'écoute Nova. Allez, Corporate. Parfait. Bah parfait, puisqu'a priori tu vas écouter Nova aussi. Non, en fait, là t'as pas le j'écoute plein choix. de trucs, mais aussi de la musique révolutionnaire, ouais. Ok, c'est de la musique révolutionnaire qu'on va Un écouter. Julien trio, un truc comme ça. Ouais. Peut-être pas autant. alors, Peut-être Cali.
Non, ça, on a fait les comptes tout à l'heure avec. Oui, c'est vrai que ça nous aide à nous chauffer. Juliette, on écoute quoi? On va écouter une chanteuse qui est sur la playlist de Nova, qui s'appelle Yoa, qui a gagné hier la révélation scène des Victoires de la musique 2025. C'est l'équivalent de meilleur chroniqueur humoristique, Pierre. Et dans ce titre, qui s'appelle Contrecœur, elle fait un truc qui est assez révolutionnaire, puisqu'elle évoque une chose peu évoquée au royaume des chansons d'amour, c'est comment on est après une rupture amicale. C'était Yoa avec Contrecœur. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Nova. C'est la dernière. Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lomprey et notre invitée, l'historienne Mathilde Larère, nous a rejoint sur le plateau d'Ouli, qu'on peut applaudir bien fort, qu'on entendra tout à l'heure. Je prends juste quelques secondes pour vous annoncer le lancement du merchandising. Il y a une boutique en ligne, la boutique Nova, la boutique La Dernière, avec des suites, avec des mugs. Ça va rapporter énormément de pognon. Et comme on en a déjà trop, Pierre-Emmanuel a déjà une piscine, je veux dire, à un moment donné, ça, il va pas en avoir 2 ou 3. On refile la thune à Médecins du Monde. Voilà, donc allez voir sur la boutique, sur le site de Nova. Voilà, vous serez bien habillés, puis ça sauvera des vies. Oui, puis ils pourront avoir des piscines, les pauvres, comme ça. Et comme ça, tout le monde aura des piscines à Gaza. Ouais. Bon, allez, là, je dérape. J'ai pas de maison, mais j'ai une piscine. On va revenir à la Révolution avec Mathilde Larère. Mais avant ça, Pierre-Emmanuel, c'est l'heure. Bla, c'est l'heure des questions des auditeurs, blablabla. Est-ce que vous avez répondu aux questions, blablabla. Ce temps perdu, Guillaume, c'est navrant. Hein, il est 18h27, j'ai pas que ça à faire. C'est l'heure de dire du mal d'Aymeric. Vous le savez, les fans aiment en savoir plus sur l'intimité de leur idole, et c'est pourquoi j'ai décidé de lever le voile sur le quotidien trépidant du 16e chroniqueur préféré des Français. Je parle bien évidemment de Radio Nova uniquement. Si on prend l'ensemble des radios privées, Aymeric chute à la 107e place. Pour mener à bien ma mission, j'ai suivi Aymeric pendant plusieurs jours. Malheureusement, l'expérience s'est arrêtée quand il s'en est rendu compte qu'il a fermé la fenêtre de la salle de bain sur ma main et que je suis tombé de 2 étages. Une chute douloureuse, certes, mais moins que celle d'Aymeric dans le classement des chroniqueurs favoris des Français, si on prend en compte les radios publiques, puisqu'il dégringole en 217e position. Aïe, aïe, aïe. Mais revenons à notre enquête et découvrons ensemble à quoi ressemble un dimanche avec Aymeric Lomprey. Le secret d'une carrière brillante et durable, c'est une hygiène de vie irréprochable. Et c'est pourquoi, le dimanche matin, comme tous les autres jours de la semaine, le réveil d'Aymeric sonne à 7h pétantes. S'il l'entend, il finit son verre cul sec, prend un taxi pour rentrer chez lui et va se coucher. 14h. Aymeric ouvre l'œil droit, vérifie que le cœur de l'inconnu qui gît à ses côtés bat encore et se recouche afin d'offrir quelques minutes supplémentaires de répit à son cerveau prolifique. 17h. Réveillé en sursaut par un appel de Ramzi Assadi, le rédacteur en chef de La Dernière, qui veut s'assurer qu'Aymeric n'a pas oublié qu'on était dimanche, le chroniqueur rouvre l'œil droit et, à l'aide de dissolvant et d'un coton-tige, parvient à décoller sa paupière gauche. 17h30. Réveillé en sursaut par un appel de Ramzi Assadi, le rédacteur en chef de La Dernière, Aymeric se lève. Ça y est, la journée peut commencer. 17h58, La Dernière débute dans 2 minutes. 3 tasses de bière brune pour soigner le mal par le mal et Aymeric est fin prêt. 19h50, Aymeric commence à écrire sa chronique de 19h55. 19h56, la chronique n'est pas prête, tant pis. Comme chaque semaine, Aymeric improvisera tout ce qui arrive après l'actualité. L'actualité n'attend pas. L'actualité, c'est pas un tétraplégique devant un distributeur Selecta qui veut prouver que les handicapés, ils sont aussi capables que les valides et après, ils meurent de faim. 20h30, éreinté par cette harassante journée de travail, Aymeric se couche. 20h35, le vigile réveille Aymeric et lui explique qu'il ne peut pas dormir dans les toilettes de l'Européen. 21h30, Aymeric rejoint enfin son lit pour un repos bien mérité. « Bonne nuit !» lui murmure à l'oreille son ange gardien Douli, tout en l'allongeant en position latérale de sécurité pour éviter qu'il ne s'étouffe avec son vomi. Mais quittons le passionnant quotidien de celui qui est désormais le 987e chroniqueur préféré des Français et revenons à nos auditeurs. Alors j'ai voulu lire leurs questions, Guillaume, mais malheureusement il n'y en avait pas. Je crois qu'ils ont compris le mécanisme de la chronique. Il aura quand même fallu 6 mois. Je me demande si on n'est pas écouté que par des fans d'Aymeric. J'ai donc dû inventer les questions et cette semaine, c'est Diego qui nous écrit de Saint-Roustan.
Je vous en parlais la semaine dernière. Depuis 70 ans maintenant, l'opération Saint-Roust-en-Plage transforme les berges de la Roustinière en véritable petit paradis tropical. À chaque édition, ce sont près de 1800 tonnes de sable fin qui sont déversées sur le quai du commandant Maurice afin d'accueillir transat, parasols et paillotes de restauration. Malheureusement, cette année encore, l'événement est un échec. La mairie s'obstinant à organiser Saint-Roust-en-Plage en février, le mois le plus froid. 3 jours seulement après le début des festivités, on dénombre déjà 15 cas d'hypothermie, 73 engelures, dont 5 ont conduit à des amputations. Et hier, c'est un véritable drame qui s'est déroulé sous les yeux des plaisanciers frigorifiés, puisque 34 enfants ont été victimes de fractures multiples en sautant du haut du plongeoir sur l'épaisse couche de glace qui recouvre la Roustinière. Si on peut facilement excuser l'imprudence du premier bambin qui s'est jeté dans le vide, comment expliquer que les 33 suivants plongent à leur tour malgré les cris de douleur des malheureux qui les précédaient ? Eh bien, selon les premiers éléments de l'enquête, les cache-oreilles distribués par la mairie aux enfants pour les protéger du froid pourraient avoir empêché les futures victimes d'entendre les gémissements de leurs camarades au sol. Une initiative municipale couronnée de succès donc, puisqu'aucune otite n'a été à déplorer parmi les 34 petits blessés. Le tas d'enfants a été poussé par une déneigeuse jusqu'au CHU de Saint-Roustan où ils ont été démêlés, puis opérés par le clown d'hôpital Éric Lamprey. Le pronostic vital du chirurgien pédiatrique Stéphane Piolin étant toujours engagé depuis qu'un stalactite de 15 cm lui a transpercé la gorge pendant la traditionnelle bataille d'eau qui clôture chaque édition de Saint-Roust-en-Plage. On espère que les 8 chanceux qui ont survécu au scalpel du célèbre chirurgien au nez rouge seront remis sur pied pour la prochaine grande célébration racilarienne, la course en patin à glace, organisée chaque mois de juillet sur la Roustinière et son record historique de 2019 avec 56 décès par noyade. Mais il est temps de s'intéresser au message de Diego qui nous dit « Bonjour Pierre-Emmanuel, je suis chroniqueur sur SRFM, la radio de Saint-Roustan. Longtemps bon dernier au classement des chroniqueurs préférés des Français. Étant donné que j'officie sur un média qui n'existe pas, je viens d'apprendre avec bonheur que je suis passé devant Aymeric Lompré. Merci pour votre aide. Eh bien, bravo à toi Diego. Quant à moi, je reviens la semaine prochaine. Si vous avez des questions, posez-les à vos proches. Et si vous n'avez pas de proches, posez-vous des questions. Merci Pierre-Emmanuel Barré. Merci Guillaume. Je ne sais pas si je dois dire merci à chaque fois, mais bon. Peut-être Pierre-Emmanuel nous parlera un jour de la Révolution à Saint-Roustan. On va continuer à en parler avec Mathilde Larère, qui est notre historienne spécialiste des mouvements révolutionnaires. On a parlé de la Révolution de 1830. On va faire un petit bond dans le temps. Il y a celle de 1848, dont tu nous as dit qu'elle n'était pas instrumentalisée par la bourgeoisie. Ouais, c'est vachement facile d'enchaîner après. Après de la merde. Les noyades en patin à glace, quoi. Ouais, non. C'est de l'histoire aussi, il a fait de l'histoire, on est sur la même thématique. Mais il faudrait chercher, il y a peut-être eu des trucs à Saint-Roustan, parce que les révolutions, elles se passent pas qu'à Paris, hein. Ça, c'est un prisme. Bon, alors 48, elle est cool. Je cherche la semaine prochaine. Ouais. Non, 48, elle est cool, celle de 48 ? Ouais, parce qu'elle est républicaine, démocratique et sociale. C'est-à-dire que, en fait, elle débouche sur plein de trucs déments. Elle débouche, alors, sur le suffrage universel masculin. Eux, ils appellent ça universel, mais en vrai, c'est universel masculin. Bon, ça, c'est moyen cool. Elle débouche sur l'abolition de l'esclavage. Bon, avec indemnisation des planteurs, hein. C'était pas non plus tout parfait. Okay. Ouais, mais enfin, il y avait quand même l'abolition de l'esclavage. Ouais, ça avance, quoi. Ouais, ça avance un peu. Et elle part d'où ? Pardon, je reprends du début, mais elle part d'où ? Ah, elle part, en fait, d'un grand mouvement qui demande le suffrage universel, mais en fait masculin. Ouais, un grand mouvement populaire ? Ouais, parce que, enfin, pas que, il y a la bourgeoisie aussi, mais populaire, parce qu'il s'agit de donner le droit de vote à tout le monde là, en tout cas à tous les mecs. Et ouais. Ouais. Mais ce qui est fou, c'est que t'as plein de nanas qui se battent pour le suffrage, ce qui s'appelle universel, en se disant qu'après ça serait pour elles, quoi. Donc il y a aussi pas mal de nanas dans le mouvement dit pour la réforme électorale. Et donc ça part de là avec comme d'hab un blocage du ministre qui s'appelle Guizot. Et en fait, t'as d'abord une espèce de manifestation qui se passe pas super bien, ça nous rappelle des trucs aussi, tu vois. Et en fait, suite à quoi le ministre démissionne. Et dans la nuit du 23 février,
la foule parisienne, hommes et femmes, décide de faire la fête parce que le ministre a démissionné. Un peu comme, je sais pas, moi, on a fait la fête à la mort de Le Pen ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, je vois. Et en fait, on sait pas, sans qu'on sache trop ce qui s'est passé, la troupe tire sur cette foule pacifique et joyeuse. S'ensuit, les gens ramassent les morts, les mettent sur des espèces de chariots et font une promenade la nuit au flambeau en criant « On assassine le peuple, aux armes, aux armes ». Et hop, on enclenche sur des journées insurrectionnelles. Mais ces journées insurrectionnelles, donc voilà, elles vont déboucher sur des mesures cette fois vraiment démocratiques et sociales avec deux trucs méga importants. Le droit à l'association, parce qu'en fait, depuis la Révolution française, les ouvriers et les ouvrières n'avaient pas le droit à l'association, ce qu'on maintenant on appelle les syndicats, l'association professionnelle, alors que les patrons avaient le droit à l'association, faut pas non plus... donc c'est hyper important. Ils le faisaient quand même. Les ouvriers ? Oui. Ouais, mais enfin, c'est plus facile quand c'est autorisé quand même. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que d'eux-mêmes, ils le faisaient. Ouais, t'as des formes. Alors, ça reste très corporatif, c'est par métier. Mais 48, justement, va initier un truc qui dépasse le métier. Et ça, grâce à une femme qui s'appelle Jeanne de Rouen et qui va initier ce qu'on appelle l'Alliance fraternelle des associations fraternelles pour rassembler toutes les associations professionnelles par corps de métier, mais vraiment à un niveau supérieur. Donc elle passe à l'identité de classe, en fait. Elle dépasse l'identité de métier. Bref, il y a ça. Et le deuxième truc hyper important, c'est le droit au travail. Donc la reconnaissance que l'État doit du travail à ceux qui n'en ont pas. Et ça, c'est les 2 décrets du 25 février 48 et ils sont hyper importants. Bon, alors après, vous allez tous pleurer, puis ça dure pas très longtemps. Et en fait, assez vite, en fait, il y a recours aux urnes et le suffrage universel masculin porte au Palais Bourbon une majorité libérale, bourgeoise et conservatrice. Et c'est reparti pour un tour. C'est reparti pour un tour avec la révolte de juin qui se fait écraser dans le sang et le droit au travail qui est supprimé. Mais qui reviendra parce qu'en fait, en histoire, les droits, une fois qu'ils ont été acquis, on peut les reprendre, un État peut les reprendre, une forme de régime peut les reprendre, mais une fois qu'ils ont été acquis, ils sont repris. Conquis, ils ont été conquis. Ouais, oui, c'est des histoires sinusoïdales. C'est jamais perdu. Ouais, c'est jamais perdu. Dis-le, s'il te plaît, Mathilde. Alors, dis, c'est jamais perdu. Oui, on avance là. Juliette, c'est jamais perdu. Moi, c'est pas... Voilà. Merci. Mais le problème, Juliette, c'est que c'est jamais gagné. Ok, mais c'est jamais perdu. Mais c'est jamais perdu. On va y revenir. On a jusqu'à 20h pour revenir à tout ça. Mais avant ça, il est 18h38 sur Radio Nova. Il est l'heure d'accueillir celle qui a vécu 1000 vies, 1000 aventures et qui, pour se reposer de toutes ces turpitudes, s'est dit tiens, si je me mettais en coloc avec Aymeric Lomprey. Stratégie lamentable, mais fantastique, Douli. Mais est-ce que tout le monde m'entend dans la salle? Super. Non, parce que dernière émission, problème technique, les gens ne m'entendaient pas. Voilà. Aucun rire pendant 4 minutes, j'ai paniqué. Je suis devenue parano, je me suis dit, ça y est, depuis que je fais des chroniques politiques, je dérange. On a voulu me saboter comme un humoriste musulman. En plus, je me disais, je vais quand même pas m'arrêter pour dire, excusez-moi, il y a un souci? Pourquoi vous riez pas? C'est très prétentieux. Imagine, on te répond, bah non, Douli, t'es juste pas drôle, continue, on est en direct, c'est très gênant. Bref, comme tout le monde m'entend, je crois qu'il est grand temps que l'on aborde un sujet qui nous concerne tous, la voyance en ligne payante. Pas du tout, Douli, il n'y a que toi qui as assez gogol pour lâcher de l'oseille en pleine nuit pour chatter avec des marabouts indiens. Non mais sérieux, j'aurais pris le petit papier Métro Barbès, professeur Patrice Ngougout, retrouve l'être aimé et vous allonge le pénis à distance, ça aurait été pareil. J'avais dit à Juliette que je voulais trouver l'homme de ma vie, elle m'avait répondu, mais enfin, Douli, les licornes n'existent pas. Non, j'ai des histoires avec des mecs super sexy et tout, mon problème c'est que je ne m'attache toujours au plus débile de tous. Voilà. C'est terrifiant. Celui qui m'a écrit « On va, ONTVAS », je me suis dit, ça m'intrigue. Voilà. Je dois en savoir plus sur ce qui pousse ce mec à rajouter des lettres dans un mot qui en fait 2. Non, j'idéalise des teubés, je m'emballe sur des narvalos qui peut-être un jour vont imiter Michel Leb dans l'intimité en ponctuant par... Non, je déconne. Avec un clin d'œil de beauf. Je vous jure, j'ai l'impression que si le pendule dit que c'est l'homme de ma vie, je suis capable de tolérer un tatouage de loup dans le dos. Je fais n'importe
n'importe quoi. Dernièrement, j'ai vrillé complet. Voilà, j'ai plongé pour un yéménite. J'avais pas de nouvelles du gars. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai consulté 3 voyants en même temps. Le premier m'a dit, il va vous écrire quand vous lâcherez prise. Alors, il est 4h du mat. Je suis totalement névrosée. Je parle à un putain de voyant en ligne. Est-ce que j'ai les symptômes de quelqu'un qui est sur le point de lâcher prise? Le deuxième m'a dit, je vois le chiffre 3. Alors, par contre, je ne peux pas vous dire si ce sera dans 3 minutes, dans 3 semaines ou dans 3 ans. Mais en tout cas, il va vous écrire. 60 balles pour me dire qu'il va peut-être me réécrire quand je t'aurai situé Saint-Roustan sur une carte. Non, mais ils te disent tous, on a un vrai problème de temporalité. Oui, c'est un vrai problème, effectivement, parce qu'en général, l'élément qui nous intéresse vraiment, c'est quand. Le troisième m'a répété, là, votre yéménite ne va pas bien du tout, mais bientôt, il vous dira à quel point il vous aime. L'important, c'est que vous trouviez votre point d'ancrage. Non, mais apprenez-moi à faire un nœud coulant directement. Déjà, tu me dis, il va pas bien du tout. Bah oui, il est yéménite. Soit il est mort, soit il n'a pas le moral. Je suis au courant, merci. Ensuite, trouver mes points d'ancrage, mais c'est quoi le message? Je dois le rejoindre en bateau, me chauffe pas, je suis amoureuse et je suis bien gogole. Donc vraiment, j'en suis capable. Bref, j'ai revu le gars il y a pas longtemps et je l'ai trouvé complètement niais. Et en anglais. Imaginez si je parlais couramment yéménite. Je vous jure, j'ai craqué mon PEL pour un gars qui fait vibrer le néant. Et non, il n'y a pas un voyant qui a été foutu de me dire, quand vous le reverrez, mon Dieu, ce que vous allez le trouver con. Là, j'aurais envie de lui planter une fourchette dans l'œil. Pas par haine, hein, non, non. Juste parce qu'il est débile pour voir si c'est rigolo. Le dernier voyant que j'ai consulté m'a dit, dans 10 jours, épanouissement total. Ça donne envie. Ah, je comptais les jours. Jour 10, je sors de chez moi en béquille. La véridique, un pigeon me chie dans les cheveux et je me fais renverser par un vélo. Ah ben, on y est, là. Est-ce qu'il a vu dans les cartes que je m'épanouirais au service chirurgie orthopédique de Bichat? Ou que je serais épanouie que quand je serais morte, froide et heureuse, avec une trace de pneu sur le front? Ah, moi, quand je touche le fond, je ne remonte pas. Ah non, je m'accroche et je creuse la merde dans l'espoir de trouver une pépite dans tout ce caca. C'est très grave. Après, on fait tous n'importe quoi quand on est désespéré. Il y a des Marie-Clotilde dans le 15e qui, sur les conseils d'un sorcier vaudou, se retrouvent un soir de pleine lune sur le balcon, les nichons à l'air, couvertes de sang de poulet, en train d'essayer de se rentrer un œuf pour que leur mari arrête de se taper la secrétaire de 24 ans, cette pute. Voilà. Mais oui, ça touche tout le monde. Voilà, mes petits culs. C'était l'histoire d'une petite blonde qui ne s'attachait qu'à des glands. Je vous kiffe, prenez soin de vous. Douli, mesdames et messieurs, merci Douli. Douli que vous pouvez retrouver en podcast bien évidemment, mais aussi sur scène à l'Olympia. Douli à l'Olympia le 22 mai. Allez voir Douli en spectacle, ça vous rendra heureux, ça vous rendra riche, ça favorise le retour de l'être aimé d'aller voir Douli en spectacle. C'est vrai? Voilà, moi je crois tout ce qu'on me dit. D'ailleurs, prenez des crédits, endettez-vous pour acheter les produits qui suivent. Si vous ne les possédez pas, vous êtes des cons. C'est la publicité. Vous êtes toujours sur Radio Nova, c'est toujours la dernière avec Juliette Arnaud, Aymeric Lomprey, Pierre-Emmanuel Barré en direct du théâtre L'Européen à Paris. Est-ce que ça va l'Européen? Ouais. Ok, impeccable. On est toujours avec l'historienne Mathilde Larère. On a encore plein de questions pour toi Mathilde, mais avant cela, je suis désolé, l'heure est grave. Ok. La France a peur. Arrêtez! Personne n'a craqué! Alors on va parler histoire, mais un petit peu plus sérieusement Mathilde, je suis désolé, si tu me le permets, avec des gens qui s'y connaissent vraiment. Hein, no offense. Je voudrais parler colonisation. Alors évidemment on se dit, oh là là, ça y est, Meurice il va encore parler de Palestine. Mon avocat dit à sa femme, c'est bon, il va déraper, on va pouvoir se payer cette cuisine équipée. Non, je suis désolé. Non, je vais parler des relations entre la France et l'Algérie, qui sont pas au beau fixe en ce moment. C'est vrai qu'il y a un passif. Moi, je suis pas spécialiste, mais je me disais, on les a colonisés. Pour se venger, ils nous ont envoyé Faudel, un partout. On est quitte. Eh ben non, parce que la crise gronde. Et pour bien analyser ça, j'avais envie de convier les meilleurs spécialistes. Alors, on commence avec l'historienne Elisabeth Lévy. Pourquoi, au moment où les Algériens piétinent les accords d'Évian? Alors, pas Évian, Évian. Mais bon, Évian, c'est de la flotte. Donc, Elisabeth Lévy, pas l'habitude. Son corps a fait un refus d'obstacle, vous savez, comme au cheval. Alors, accord d'Évian, 1962, fin de la colonisation, mais... Les gens qui sont nés bien après semblent englués dans la repentance et l'antiracisme hémiplégique qui va avec. Fouette-moi, allons-y, continuons. Non, mais Bon, la vérité, c'est que depuis 70 ans, on accepte avec les Algériens une relation sadomaso. C'est vrai, les pinces de batterie sur les couilles. On disait que c'était de la torture, mais pas du tout, c'est une relation sadomaso au donjon Constantine la coquine. Alors... Oui, il y avait des gégènes, mais c'était avant tout du plaisir, parce que s'il n'y a pas de gégène, il n'y a pas de...
Plaisir. Le plaisir, même si on veut être tout à fait exact. On aime l'exactitude ici. C'est notre point commun avec Bruno Retailleau qui parle de l'Algérie française. Parce que la colonisation, c'est bien entendu des heures qui ont été noires, mais c'est aussi des heures qui ont été belles, avec des mains tendues, etc. Oula, alors attention sur les mains tendues, attention en ce moment. Non, si t'es milliardaire autiste et que t'es très très content, ça passe, mais sinon, c'est louche, puisque vous savez, les woke, l'antiracisme, la repentance... Mais... Quand je me rends en Afrique, souvent, on ne me dit pas ça. On me dit qu'ils attendent une France qui soit une France qui ne soit pas repentante, vous voyez. Ils attendent une France qui soit forte. Eh oui, quand Bruno va en Afrique. Enfin bon, pour lui, l'Afrique, c'est quand il passe en berline à Château-Rouge. Bon, c'est vrai que son chauffeur lui dit, on veut une France forte, on veut Le Pen. Voilà. Et ça tombe bien. Le Pen était sur LCI pour parler de l'Algérie et de la colonisation. Et ça va peut-être vous surprendre, ça. Moi, je peux comprendre que des peuples souhaitent obtenir l'indépendance. Je peux l'entendre. Hein. Mais... Aïe. Ah, on le connaît, ce mec. Oh, il a fait basculer tellement de phrases. Bien sûr, je vais arrêter de ronchonner et de me faire des teintures violettes à mes cheveux, mais par Pierre-Emmanuel Barré. Bien sûr, je vais m'occuper des gosses, mais... Pierre-Emmanuel Barré aussi. Bien sûr, je me souviens des prénoms des gosses. Bon, bref, vous avez compris le principe. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a après le mais de Le Pen? Mais je pense que venir globalement dire que la colonisation était un drame pour l'Algérie, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà, parce que je rappelle, quand on répète 3 fois la chose, l'argument devient recevable. Oui, la 8-6 c'est un légume. Oui, la 8-6 c'est un légume. Oui, la 8-6 c'est un légume. À bon entendeur. Allez, il est l'heure de conclure avec l'historien en chef de la bande, Éric Zemmour, sur CNews, qui était revenu sur le début de la colonisation française en Algérie, par notamment le fameux général Bugeaud. Si vous voulez, quand le général Bugeaud arrive en Algérie, il commence à massacrer les musulmans et même certains juifs. Moi, je suis aujourd'hui du côté du général Bugeaud. C'est ça être français. C'est ça, être français, c'est ne plus avoir de complexe, les amis. Voilà, laissez parler des types comme Zemmour H24, mais virez Merwan Benlazar parce qu'il a un bonnet, Karim Benzema parce qu'il chante pas la Marseillaise, les femmes des sorties scolaires parce qu'elles ont un voile. C'est comme ça qu'on dit à la France. Tellement je t'aime, je pense à toi. Merci beaucoup, Guillaume. Mathilde, on a fait 1830. Ça y est, nous on fait tout en 2 minutes, voilà. Ouais, on a fait 48. Maintenant, on arrive à la Commune, 1870. Et est-ce que dans ce qui se passe au moment de cette révolution-là, il y a des choses qui nous sont restées, qui sont arrivées jusqu'à nous, des droits conquis qui sont arrivés jusqu'à nous? Alors oui, parce que en fait, des choses qui ont été mises en place par la Commune, puis supprimées et ensuite remises. Parce que c'est jamais perdu. Oui, Juliette, c'est jamais perdu. Ouais. Il faut le dire, Mathilde. Et tu vois, par exemple, la séparation de l'Église et l'État, c'est décrété pendant la Commune de Paris, ensuite annulé après la répression de la Commune et finalement mis en place en 1905. Alors, ça, on a l'impression, évidemment maintenant, entre-temps, mais le service militaire aussi, qui était considéré comme quelque chose de positif à l'époque, c'est au demeurant. L'école mixte, gratuite, obligatoire. Ouais. Pareil, Commune de Paris. Ensuite, on le retrouvera avec les lois Ferry. Un début d'égalité salariale. Alors, l'égalité homme-femme. Avec une volonté de décret d'égalité salariale pour les institutrices et les instituteurs. Mis en place sous la Commune. Évidemment, après, oublié. Bon, quand même, ça revient un petit peu. Car ce n'est jamais perdu. Voilà. Donc, tu as plein de choses comme ça qui... mais comme la Commune est réprimée, il y a un moment où tout ce qu'elle a mis en place est supprimé. Mais c'est ça qui est terrible, c'est que la Troisième République va reprendre énormément d'éléments du programme communard sans reconnaître que ça vient du programme communard. Et en oubliant complètement cette généalogie qui est hyper importante. Est-ce que toi, en tant que spécialiste des révolutions, justement, tu observes ça, qu'il y a des avancées qui se font, puis après ce qu'on appelle aujourd'hui des backlash? Il n'y a que ça tout le temps, à chaque fois. Et en plus, ces backlash se retournent particulièrement contre les femmes, parce que dans l'histoire de France, les femmes ont fait avancer leurs droits, leurs revendications
dans les moments révolutionnaires. Donc les moments de retour à l'ordre après la Révolution sont des moments de retour à l'ordre politique, des moments de retour à l'ordre social et des moments de retour à l'ordre des sexes. Et résultat, c'est encore plus un backlash pour les femmes. C'est pour ça que c'est pas exactement le même fonctionnement dans des pays qui sont moins traversés par la Révolution. Après la Commune, le mythe des pétroleuses. Alors le mythe des pétroleuses, pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est que on a accusé les femmes d'être responsables des incendies qui ont été allumés à la fin de la Commune. Ça sent que ces incendies, au début d'abord, sont allumés par les Versaillais qui balancent des bombes incendiaires sur les barricades des communards, et ensuite sont allumés par des communards et des communardes, mais enfin c'est pas propre du tout aux femmes. Mais après, on dit que c'est que les femmes qui sont responsables et on invente ce mythe de la pétroleuse. Et donc, on va essayer de rendre les femmes responsables de tout ça. C'est aussi une façon de les dépolitiser. Elles ne sont que des incendiaires, et comme l'incendie est perçu comme un truc lâche, c'est refuser aussi le rôle qu'elles ont eu vraiment dans les combats de la Commune. Donc, le backlash est particulièrement dur. Le pire backlash, c'est celui après la Révolution française. C'est le Code civil napoléonien. Là, c'est une saloperie dans toute sa splendeur. Et est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs d'une révolution? Est-ce qu'il y a des signaux faibles? Ouais, en fait, tu voudrais savoir si on les voit là maintenant. Par exemple. Par exemple. Ouais, non, je comprends. Oui, oui, il y a... Sans trop donner d'indices, peut-être, à Emmanuel Macron qui nous écoute tous les dimanches, mais... Non, parce qu'on y a un peu. Enfin, il y a eu un moment. On aimerait bien, en fait. Ouais. Mais c'est surtout qu'au moment des Gilets jaunes, vraiment, je pense qu'on a été un certain nombre à se dire là, potentiellement, ça pourrait déborder. Enfin, ça pourrait passer à d'autres gens, et puis pas. Alors, souvent, un des signes avant-coureurs et qu'il faut scruter, parce que c'est pas forcément ça qu'on va regarder en premier, c'est les failles du côté des élites. Parce qu'en fait, une révolution, elle va, en tout cas au 19e siècle, elle va opérer une fusion des classes. C'est-à-dire que c'est des moments où ce que souhaite une partie de la bourgeoisie rejoint ce que peut souhaiter les classes populaires. Et cette fusion des classes, elle est présente dans toutes les révolutions de 1789 aux premières révolutions du 20e. Je ne me prononcerai pas sur celle d'après. Donc même si la bourgeoisie n'est pas instigatrice de la révolution, elle est quand même toujours dans le coup. Oui, mais parce que c'est l'union, c'est cette union, c'est ce côté uniclassiste qui fait que tu es dans une révolution et pas dans une révolte. Donc quand tu sens que tu as une partie des classes dirigeantes, une partie des journalistes, mais des journalistes pas petits médias indépendants, tu vois. Ouais, c'est pas... Oui, pas Radio Nova, quoi. Mais on a compris, Mathilde. Non, mais tu vois, c'est pas les petits, là. Voilà. Quant à la rédaction du Journal des débats, qui est un grand débat sous la Restauration et sous la Monarchie qui commence à flancher, tu te dis c'est intéressant ce qui se passe. Quand tu peux avoir certains membres des forces de l'ordre qui commencent, des dirigeants, enfin tu vois, faut scruter ces moments où une partie des élites ne semble plus totalement soutenir le pouvoir en place. Mais alors là, on est loin du compte, on a l'impression aujourd'hui. Ben ouais, je suis désolée. Oui, non, mais on serait même pas dans la situation exactement opposée, c'est-à-dire au pied de la vague du backlash, parce que là, techniquement, il y a bien une partie de nos élites et une partie des appétits du peuple qui se retrouvent, non? Pas exactement pour nos idées à nous, mais enfin, ils ont l'air de tomber d'accord. Ouais. Les fachos et les libéraux, en gros. Allez, Mathilde, on me rassure. Ouais. Attendez, mais tout le monde sait ce que c'est un backlash? Depuis tout à l'heure, vous dites ça, je fais what? Ah non, mais ceci dit, t'as raison. Ouais, tu peux nous expliquer ce que c'est un backlash? En fait, c'est un terme qui a été mis. La première personne qui l'écrit, c'est Suzanne Faludi. Et en fait, c'est une fois que. Alors, elle le fait en travaillant sur l'histoire des femmes, mais ça se trouve aussi pour tous les groupes minorés ou minorisés. Quand il y a une avancée de droit, après, il y a un retour en arrière et une volonté, justement, de réaffirmer un ordre des sexes ou des classes ou des races et qui se marque comme ça. Et donc, pour les femmes, elle l'avait étudié, pour les États-Unis, après le mouvement de libération des femmes aux États-Unis, et elle regarde dans le détail tout ce que met en place l'administration Reagan et autour de l'administration Reagan, et qui revient sur un grand nombre des droits des femmes. Mais après, c'est applicable sur d'autres trucs, quoi. En général, sur la révolution, on ne dit pas backlash, on dit contre-révolution. On va y revenir Mathilde, on va y revenir après une petite pause musicale. Et comme on parle d'histoire depuis tout à l'heure, j'imagine qu'on va écouter Écrit l'histoire de Grégory Le Marchal. Juliette, tu ne vas pas me décevoir. Non, mais c'est encore une mauvaise intuition de ta part, Guillaume. On va écouter un titre majeur de 1971 d'un type majeur qui s'appelle Gilles Scott Heron, un poète qui a peut-être inventé ce qui deviendra plus tard le rap. Une chanson qui dit, Mathilde, que la révolution ne sera pas télévisée. La révolution
révolution te place dans le siège du conducteur. La révolution sera vivante et sans caméra. C'était Gilles Scott-Heron. Vous écoutez toujours Radio Nova, c'est la dernière. Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lomprey et notre invitée Mathilde Larère. On a parlé des révolutions, on va continuer à parler de révolutions. On a parlé aussi actu, mais on n'a pas encore parlé philosophie. Et c'est le moment pour moi de saluer la mémoire de Michel Onfray. Il est mort? Non, je salue sa mémoire, parce qu'avant il était de gauche, mais il est oublié. Donc sa mémoire est décédée, je pense. Mais on s'en fout, parce que pour parler philo, on a la meilleure, mesdames et messieurs, Alice de Rochechouart. Alors, on va commencer par une petite devinette. Quel est le point commun entre Elon Musk, Jeff Bezos et Mark Zuckerberg? C'est des connards. Alors, il y a plein d'autres. Alors, oui, alors, il y en a plusieurs en fait. Oui, il y a plusieurs. Bon, déjà, oui, ils ressemblent tous les trois à des doigts de pied, ça c'est clair. Oui, on aimerait qu'ils aillent tous les trois dans l'espace et qu'ils reviennent pas. Et oui, ils ont une énergie tellement toxique que même Brigitte Macron, elle s'est dit non, là, j'y vais pas, là c'est trop. Mais surtout, ils sont tous les trois adeptes de l'idéologie libertarienne. Intéressant, Alice de Rochechouart. On en entend de plus en plus parler. Qu'est-ce que c'est? Alors, tout commence avec Ayn Rand, une philosophe américaine qu'on connaît pas trop en France, mais qui est une vraie star aux États-Unis. Et Ayn Rand défend ce qu'elle appelle l'égoïsme rationnel. En résumé, je ne contrôlerai la vie de personne et je ne laisserai personne contrôler la mienne. Politiquement, ça veut dire que l'État doit s'en tenir à des fonctions minimales. Son seul rôle, c'est de faire respecter le droit de propriété. C'est pour ça que Ayn Rand adore le capitalisme. Pour elle, c'est le système économique le plus moral, puisqu'il permet la libre entreprise. Et dans les années 50, elle publie un roman qui s'appelle La Grève, qui est considéré comme le deuxième livre le plus influent aux États-Unis après la Bible. Et Donald Trump a d'ailleurs déclaré que La Grève était son livre de chevet, juste à côté de Choupi chez les nazis. Alors, que raconte ce livre? Mathilde, ça devrait te plaire. Il raconte une grève des patrons. Un jour, les patrons, ces gens honnêtes et courageux, qui prennent des risques, se mettent à protester contre les employés, ces parasites paresseux qui leur volent leur argent. Sans les patrons, évidemment, la société s'effondre. Ben oui, on sait bien que les travailleurs essentiels, c'est pas les profs et les soignants, c'est les gens comme toi, Guillaume, c'est les patrons. C'est vrai que j'aime bien ce livre-là, de plus en plus t'en parles. Mais alors, si le libertarisme, c'est la liberté, comment c'est devenu une idéologie réac? Alors, c'est vrai qu'au départ, le principe des libertariens, c'est chacun sa merde, en gros. Donc, les libertariens défendent un État minimal et des libertés individuelles fortes. Et d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, Musk et Zuckerberg défendaient la liberté d'expression, ils étaient même un peu woke, mais il y a une pente glissante. Si on pense que chacun doit se débrouiller, alors on pense que chacun est responsable de sa situation. En gros, quand on veut, on peut. Ça veut dire que si t'es dominé, c'est de ta faute. Donc rapidement, on en vient à légitimer toutes les inégalités. C'est comme ça que dans les années 70, certains libertariens partent totalement en roue libre, niveau Pascal Praud sous exta. Et parmi eux, il y a un philosophe qui s'appelle Murray Rothbard. Et lui, il a deux passions, défendre la propriété et haïr l'égalité. C'est Gollum le type. Donc Rothbard pense que l'égalité est un mythe. Il affirme que les blancs sont naturellement supérieurs aux noirs, que les hommes sont supérieurs aux femmes, et que c'est pour ça que les hommes blancs sont dominants dans la société. Il réclame la fin des droits civiques et il veut revenir aux traditions bien bourgeoises, bien chrétiennes, bien école privée sous contrat protégée par François Bayrou. Et voilà comment une idéologie prétendument libertaire en vient à restreindre les droits individuels et devient la pire extrême droite réactionnaire. Et donc ce type, il influence des gens encore aujourd'hui? Oui, c'est ça la bonne nouvelle. Ah, youpi! Oui, son idéologie a inspiré Trump, qui en ce moment réduit l'État tout en s'attaquant aux droits des femmes et des personnes trans. Il y a aussi Javier Milei, en Argentine, qui a même appelé un de ses chiens Murray, en hommage à Murray Rothbard. Et pour vous donner une idée, Milei, il veut interdire l'avortement et autoriser la vente d'organes. Voilà, on adore. Et puis, Rothbard n'influence pas que des politiques. Beaucoup de PDG de la tech, comme Musk ou Zuckerberg, sont séduits par ses idées. Et ils deviennent de plus en plus masculinistes et racistes. Et c'est vraiment génial, puisqu'ils disposent de tous les moyens techniques pour nous surveiller et nous manipuler. Alors en France, l'idéologie libertarienne ne rencontre pas encore beaucoup de succès. Pour le moment, son seul vrai représentant revendiqué, c'est Éric Ciotti. Donc c'est pas le type le plus menaçant du monde, hein. D'ailleurs, pour le vaincre, il suffit d'appeler un serrurier. Mais le RN commence à s'y mettre. Marine Le Pen a récemment déclaré son admiration pour Milei. Donc on n'est pas à l'abri d'une percée libertarienne en France. Alors, si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est pour deux raisons.
La première, c'est que c'est important de connaître ce contre quoi on se bat. Et la deuxième, c'est que c'était l'occasion parfaite pour qu'Aymeric imite Éric Ciotti enfermé dans son bureau. Allez, Aymeric, pour la France! Ah, Milout, laissez-moi sortir, Milout. Merci beaucoup. Il est ch'ti, Éric Ciotti. C'est une libre interprétation, merci. On peut applaudir Aymeric, mais on peut surtout applaudir Alice de Rochechouart. Merci Alice. C'est limpide, c'est flippant et c'est limpide en même temps. On peut te retrouver, t'as un excellent podcast qui s'appelle le Fil d'actu. Fil comme philosophie, je précise à chaque fois. C'est une astuce. Sinon, vous allez arriver sur d'autres contenus. Oui, donc PHIL, hein, vraiment. Voilà, ouais. PHIL, Fil d'actu. Et je crois que tu avais une question à poser à notre invitée du jour, Mathilde Larère. Eh bien oui, Mathilde, parce que toi qui es spécialiste des grèves, justement, est-ce qu'il y a un exemple dans l'histoire, parce que la grève des patrons, ça paraît complètement débile, mais est-ce qu'il y a un exemple historique où ça s'est vraiment passé? Et si oui, est-ce que tu peux nous raconter? Alors, ce qu'on appelle la grève des patrons, c'est le lock-out. C'est quand les patrons ferment les entreprises. Mais en fait, ils le font pour pouvoir virer tous leurs employés et employer eux. Et pour ensuite rembaucher ceux qui ne sont pas syndiqués, ceux qui ne sont pas trop grande gueule, ou les embaucher à des salaires plus bas. Donc la grève des patrons, c'est le lock-out. Alors sinon, en fait, au 19e siècle, tu peux avoir des grèves de petits patrons, mais qui sont sous un capitaliste marchand au-dessus. Les canuts, c'est ça. Ce qu'on appelle les canuts lyonnais, donc c'est des tisseurs et qui pouvaient être des petits patrons de leur atelier. Ils avaient leur atelier, ils possèdent leurs machines, ils possèdent leurs murs, ils ont parfois même des employés qui travaillent pour eux. Il n'en reste pas moins qui sont dépendants des capitalistes marchands, qu'on appelle les marchands fabricants à l'époque, qui leur achètent les pièces de soie qu'ils tissent. Et la révolte des canuts, elle commence par une grève, c'est-à-dire qu'ils refusent de tisser pour ne plus donner ces fameuses pièces de soie aux marchands fabricants. Mais il n'en reste pas moins que c'est pas des prolétaires au sens marxiste, parce que ils sont propriétaires de leur lieu de travail et de leurs outils de travail. Donc, et ils sont patrons, ils ont des employés. Donc là, d'une certaine façon, tu as une forme de grève de patron. Et ils ont fait la grève et ils ont aussi une chanson. Ouais. Et je ne résiste pas à l'envie de t'entendre chanter, Mathilde. La chanson des canuts. La chanson des canuts. En live? Je En live. pensais qu'elle allait dire en latin. En latin, c'est beaucoup là. Canum. Pour prêcher Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Pour prêcher Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Nous en tissons pour vous gens de l'église, mais nous pauvres canuts n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus. Pour gouverner, il faut avoir manteaux et rubans en sautoir. Pour gouverner, il faut avoir manteaux et rubans en sautoir. Nous en tissons pour vous grands de la terre, mais nous pauvres canuts tout nus, on nous enterre. Le dernier refrain, il est pour Juliette. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Mais votre règne arrivera quand notre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde. Écoutons, compagnons, la révolte qui gronde. C'est nous les canuts, nous ne serons plus nus. Merci beaucoup, Mathilde. Merci. J'ai les poils. Merci pour Elle a ça. une sacrément jolie voix, Mathilde. Ah oui. Ça part à Baltard. Allez, tu reviens avec nous en deuxième semaine. Bon, allez, il y a eu trop de beauté, on a dit trop de trucs intelligents, ça me stresse. Il est encore temps d'écouter des trucs qui n'ont aucun sens. Ce n'est pas encore la chronique d'Aymeric, c'est la publicité. Vous êtes toujours sur Radio Nova, c'est la dernière avec Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lomprey et notre invitée, l'historienne Mathilde Larère. Nous sommes toujours en direct et en public au Théâtre L'Européen à Paris. Et j'annonce que la billetterie pour les émissions d'avril sont ouvertes, donc réservées en masse pour venir voir nos émissions. Et d'ailleurs, on va retrouver tout de suite la caution esthétique de cette émission qu'il est agréable de voir en vrai, puisque plus il vieillit, plus il ressemble à un prof d'école de commerce à la retraite. C'est Pierre-Emmanuel Barré. Mais arrêtez
arrête, mais pourquoi vous faites confiance aux gens comme ça? Si ça se trouve, c'est même pas moi. Si ça se trouve, je m'appelle Jean Migolin. J'ai vidé Pierre-Emmanuel Barré avec une petite cuillère et je me suis caché dans son corps. Et vous applaudissez un meurtrier? Bravo la gauche, bravo. Cessez d'être si crédule. On peut se fier à personne. Même le Premier ministre, il aurait menti. Mais François, notre petit François, là, qu'on loge, qu'on nourrit, qu'on blanchit depuis 82. Moi qui avais tellement confiance en lui, je suis dévasté, là. C'est Mediapart, ils ont dit, Bayrou, il a menti. Après, Bayrou, il a dit, non, c'est même pas vrai. Après, Mediapart, ils ont dit, si, t'as menti, regarde, on a les preuves. Et là, bon, face aux évidences irréfutables, Bayrou, il a dit, non, miroir magique, c'est toi qui mens. Pisse à la carotte, ta souris qui crotte, hop, hop, hop. Donc moi, maintenant, je suis super emmerdé parce qu'il a marqué un point, François, quand même, avec la souris qui crotte. Je sais plus qui croire. Est-ce que je dois accorder ma confiance à Bayrou ou à un des seuls médias indépendants en France qui a déjà sorti, entre autres, les affaires Sarkozy-Kadhafi, Cahuzac, Bolloré, Le Pen, Baupin et le mensonge d'État sur les masques pendant le Covid? On est tous d'accord. Faut faire un plouf-plouf. Plouf-plouf, ce sera toi que je croiras. Merde, bon, je continue. Au bout de 3, 1, 2, 3. C'est bon, c'est Mediapart. Pendant des décennies, il y a eu des viols, des violences à Notre-Dame de Bétharram, une école catholique dans laquelle les enfants de Bayrou étaient scolarisés et François, il a dit qu'il savait rien. Alors pourtant, il a été alerté par des parents d'élèves, une enseignante, il a même rencontré le juge d'instruction en charge d'une des affaires de viol, spécialement pour en parler. Il a dit au juge, mais non, mais il a quand même pas fait ça, le père Caricard. Le juge, il a dit, si, on a des preuves. Et Bayrou, il a dit, miroir magique, pisse à la carotte, la souris qui crotte, hop, hop, hop. Évidemment qu'il était au courant, François Bayrou. Ouais, vous avez vu ses grosses oreilles, là? Il entend tout, c'est sûr. Juste, il met la main comme ça, il capte une agression sexuelle de l'autre côté de l'Atlantique. Hostie de calice, pas dans le péteux. Là, François, il réagit immédiatement. Il prend 2 édredons, il les roule, il fait des boules qui est comme ça. Il entend plus rien. Alors je sais, on a dit pas le physique, mais quand on parle pointage de gosse, il n'y a plus de règles. Hein. À mon avis, l'explication, elle est assez simple. Si François, il a fermé sa grosse bouche, c'est parce qu'il voulait pas de scandale dans une école catholique. Parce que c'est sa passion, la religion à Bayrou. Déjà, il y a 32 ans, quand il était ministre de l'Éducation nationale et du Petit Jésus, il avait essayé de faire passer une réforme pour déplafonner le financement des écoles privées. Alors que franchement, on les met bien déjà, les établissements privés. Ils sont financés quasi à 80% par l'argent public. En fait, on paye les profs, les manuels, les iPads, les tables, les chaises, les cahiers, les stylos. Et avec leurs fonds perso, ils achètent le lubrifiant et les capotes. On verse 12 milliards d'euros par an aux écoles privées. Et dans le tas, il y a 96% d'écoles catholiques. Comme un petit sentiment de submersion quand même. Hein. Alors attention, hein, je dis pas que les 4% d'écoles juives et musulmanes financées par l'argent public, c'est mieux pour la laïcité. Je dis juste que dans les écoles coraniques, il y a beaucoup moins d'enfants violés par des curés. Mais de toute façon, député, ministre de l'Éducation nationale, Premier ministre, c'est juste des hobbies pour Bayrou. Hein, son vrai travail, c'est lobbyiste pour le Vatican. Notre-Dame de Bêta truc, là, ça s'appellerait l'institution Abdelrahman Al-Soufi. Un graffiti dans les chiottes, il envoie le GIGN. Hein. Alors que là, 112 gamins abusés, il envoie même pas une boîte de Léonidas. Mais on a bien compris que pour Bayrou et ses copains intégristes, un arabe avec un bonnet sur le crâne à cet avou, c'est plus grave qu'un curé avec un gamin sur le gland à la pause déj. Les vrais ennemis de la laïcité, ils sont pas au Jamel Comedy Club, ils sont à Matignon. Hein. Alors après, peut-être que je vois le mal partout. Peut-être que s'il n'a pas dénoncé les abus, Bayrou, c'est pas par lâcheté, c'est par patriotisme. Hein, si ça se trouve, il s'est dit, tous ces gamins qui apprennent dès le collège à baisser leur froc quand on leur demande, ça fera plein de super premiers ministres pour la France. Merci de m'avoir écouté. Pour cette analyse. Pierre-Emmanuel, qu'on peut retrouver en podcast, bien sûr, un peu partout, sur toutes les applis, en tournée, partout en France et au Bataclan. On retrouve Pierre-Emmanuel Barré au Bataclan en décembre. On est toujours avec Mathilde Larère, l'historienne Mathilde, mais pas seulement. On a parlé de politique. Tu as eu, toi, une expérience en politique. Tu as été au parti de gauche, tu as été candidate aux élections municipales. Qu'est-ce que tu retires de cette expérience ? Waouh, putain. Eh ouais. En 2 mots. Non, tu peux développer un peu, justement, c'est intéressant parce que tu es spécialiste des révolutions. Ouais. Ce que je retire, j'ai adoré la vie militante
au ras du sol. Hein. J'ai adoré tout ce qui est justement tractage avec les camarades, tout ce qui est discussion, tout ça, j'aimais beaucoup. J'ai beaucoup moins aimé quand on monte dans les organigrammes. Ouais. Hein. Voilà. Donc j'en ai retiré en fait un grand respect pour les militants et les militantes, vraiment, parce que consacrer un temps aussi important à se battre pour des idées auxquelles on tient. Bon, là, en plus des idées de gauche, donc ça tombe bien. Mais vraiment, j'ai un grand respect pour les gens qui décident de militer. Et je trouve que ça, c'est une forme de sortie de soi qui est hyper importante. Ouais, bon, je vois. Mais la structure écrase, quoi. C'est ce que tu dis un peu en creux. La structure ou le pouvoir ? C'est les deux, en fait. Parce que la structure, elle est là pour servir d'escalier à ceux qui veulent monter au pouvoir, en fait. Donc... Si la structure, c'était par exemple l'idée d'un pouvoir tournant. Ah oui, mais c'est pas l'idée. C'est pas trop le cas. Même à gauche, non, ça se saurait, quoi. Et oui, on s'en serait rendu compte à un moment donné. Mais en même temps, si tu veux, je trouve que les partis, c'est des trucs importants. C'est des espaces de formation, c'est des espaces c'est important la formation parce qu'il y a plein de trucs qui, de fait, pendant très longtemps, le Parti communiste a été un espace de formation politique, mais aussi de formation économique, de formation historique, super important. Et il y avait ça aussi au Parti de gauche. Il y avait des formations qui étaient chouettes. Donc, c'est pas le parti en tant que tel. En fait, le gros problème, c'est aussi les institutions de la 5e qui fait que tout ce qui ressemble de près ou de loin à un parti finit par servir d'écurie à des étalons des étalons en plus bien souvent quand même, pas que, mais qui vont courir la course à la présidentielle. Et en fait, ça pourrit complètement la vie politique. Parce que par ailleurs, moi j'adore la vie politique, je trouve que de s'engager, tout ça, c'est extrêmement important, mais quand il s'agit de préparer des écuries présidentielles, même si le ou la candidate on aime bien, il y a un truc qui va pas. Et ça, le problème, il est dans la Constitution. Je pense que le truc à changer, c'est absolument enlever cette fonction de président, ou alors ne plus la faire, en tout cas pas élu au suffrage universel. Ça donne une légitimité bien trop forte. Pour la changer, est-ce que tu restes un peu réformiste ou est-ce que tu es radicalement révolutionnaire ? Quelle est la part en toi de réformiste ? Quelle est la part de révolutionnaire ? Est-ce que tu crois qu'on peut changer cette structure autrement que par une révolution ? De toute façon, si tu réponds sous la pression d'Évric Lomprey, j'aimerais pas être à ta place. Non, mais bon... Les gens veulent savoir, on veut savoir. Si tu changes la structure, tu es forcément révolutionnaire, puisque le propre de la révolution, c'est de changer la structure et pas de changer quelque chose à l'intérieur de la structure. Donc, nécessairement... C'est une réponse de politique, ça. Pour la changer, est-ce qu'il y a d'autres solutions que de descendre dans la rue et voir potentiellement la violence ou ce genre de choses ? Tu sais, tu peux faire du rapport de force sans forcément descendre dans la rue. Tu aurais une énorme grève générale, t'as pas forcément... c'est autre chose, tu peux occuper toutes les usines, tu peux occuper les lieux, mais il faut un rapport de force, c'est clair, quoi. Est-ce qu'on commencerait pas à faire ça, incessamment sous peu ? Là maintenant, peut-être on finit l'émission et... Ouais. Non, mais il y a plein de trucs. Puis alors, il suffit de regarder. Il y a plein de tutos. Il y a plein de moyens de faire des choses. Quel conseil tu donnerais aux jeunes qui nous écoutent et qui débutent en révolution ? Très bien, qui débutent en révolution. Salut les petits loulous. Voilà. Salut la commu. C'est parti pour une nouvelle recette révolution. du TNT. Non, mais déjà, c'est moi, je suis pour l'occupation des lieux. T'occupes les lieux, t'occupes les lieux de travail, t'occupes les usines, t'occupes les facs, t'occupes tout. Donc bloquer l'activité, mais pas seulement économique, l'activité, intellectuelle. Oui, puis ça laisse le temps de discuter, c'est hyper important. On est aussi dans des sociétés où on a vachement moins de temps de discuter, de se conscientiser, de politiser. C'est pour ça que les ronds-points, ça a été un truc super important. C'est que les gens, ils ont eu le temps d'avoir ce temps de discuter, d'échanger des idées. Et ça, on l'a moins. On n'a pas l'espace pour le faire. C'est pas un hasard si la plupart des maisons de quartier, tout ça, ça ferme. On a moins d'espace pour discuter. Tu vas dans n'importe quel endroit, les lieux associatifs tendent à fermer. Or, il faut des lieux pour que les gens discutent. Sauf que si tu occupes un lieu, tu discutes. Tu discutes, tu lis, tu échanges. À part si c'est une discothèque où il y a trop de bruit.
Ouais, mais tu C'est vrai qu'il y a le côté pragmatique d'Emeric qui peut aussi nous aider. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. On va. Bon, alors on occupe, mais pas les discothèques, ou alors on baisse le son. Voilà. Tu vois, on avance. Ouais. C'est de l'intelligence collective. J'ai l'impression Merci. qu'il a déjà coupé l'activité intellectuelle. Non, On mais aura de toute besoin de façon, tout le monde. je sais pas, voilà, après, moi je dis, il faut se syndiquer, il faut s'organiser, il faut absolument pas rester tout seul dans sa colère, quoi. Ok. Syndiquez-vous! Voilà, voilà des solutions concrètes. Merci Mathilde, on parle d'histoire. On va parler des histoires et des personnages qui les peuplent avec Juliette Arnaud et son magnifique jingle. C'est que nous fait chier à lire, toi. C'est pas marqué dans les livres. C'est que nous fait chier à lire, docteur. Plus important à vivre. Juliette Arnaud. En avant les histoires. Allez, je vais faire ma vieille. Comme toute personne de ma génération, quand j'entends intelligence artificielle, on l'a beaucoup entendu ces derniers jours, c'est pavlovien, j'ai le poil qui se hérisse à cause que Terminator 2. Dans ce film du début des années 90, une femme, Sarah Connor, sait qu'une entreprise nommée Skynet est en train de fabriquer des machines animées d'intelligence artificielle qui, le jour J, prendront le pouvoir, provoquant délibérément un cauchemar apocalyptique à base d'explosions nucléaires. Ce qui fait dire à Sarah Connor que, et je la cite, le jour J, ceux qui n'auront pas une protection solaire UV 1 million vont passer un sale quart d'heure. Sarah Connor a un sacré sens de la litote. Ça, c'était la vision de David Cameron au début des années 90. Mais ensuite, le chat hirsute en moi s'est mis à feuler parce qu'ensuite, il y a deux types de cinéma qui se sont emparés d'une nouvelle de SF de Brian Aldiss pour en faire un film qui sort en 2001, intitulé sobrement AI, Artificial Intelligence. C'est l'association de deux types qui, quoi qu'amis, pratiquaient des cinémas radicalement différents. Il y avait d'un côté Spielberg, le tendre et popu, et Kubrick, le conceptuel froid. Et ce film, en fait, était leur projet à tous les deux, l'endroit où leurs deux âmes se retrouvaient. Et ce qu'il y a d'un peu triste, c'est que Kubrick sera mort avant de voir le film. Dans cette dystopie, dans AI, ce qui reste de l'humanité est super réduit en nombre. Les eaux ont monté salement. Fini New York, par exemple, fini Amsterdam. Et les humains ont besoin de robots intelligents pour pouvoir à tout un tas de tâches. Et on se met à surveiller drastiquement la natalité, car les ressources sont vraiment très limitées. Et alors, il y a un savant au début du film qui décide de créer un androïde enfant. Il est hyper fier parce qu'il dit « Attention, celui-là d'androïde, il pourra aimer ». Dans ses élèves, il y a bien une jeune femme noire qui pose une question au professeur ingénieur blanc et d'âge mature. Elle lui fait « Ok, il pourra aimer, mais lui, il pourra être aimé ?» Et évidemment, personne n'a l'air de penser qu'il faut s'inquiéter de cette question. Et donc, il y a un petit enfant androïde, robot, David, qui est offert à une famille. Et il se met à aimer sa maman de manière inconditionnelle. Si vous voyez son visage, quand la première fois, il dit « Mommy », elle, la maman, vous vous doutez bien que ça a coincé. Ce qui fait que l'enfant robot, comme Pinocchio, va entamer une espèce de quête incessante. Comment devenir un vrai petit garçon pour que sa maman l'aime. C'est terrible, cette malédiction qu'ont en commun David et Pinocchio, vouloir désespérément être autre chose que ce qu'ils sont, et qui partagent avec un autre personnage très bien connu par les enfants, la petite sirène d'Andersen. Elle veut pas être une sirène, ce qu'elle est. Elle veut devenir un être humain. Elle veut qu'un prince aperçu 2 minutes sur le pont d'un bateau l'aime, parce que s'il l'aime, il va lui donner en l'épousant le droit d'avoir une âme immortelle, et ça, elle le veut, la petite sirène. Alors elle s'adresse à une sorcière. La sorcière lui dit « Oh, mais je sais ce que tu veux, et tes désirs sont stupides. Néanmoins, je m'y prêterai, car je sais qu'ils te porteront malheur. » Ensuite, il y aura un tarif. Elle lui dit « Tout le monde admirera ta beauté, tu conserveras ta démarche légère et gracieuse, mais chacun de tes pas te causera autant de douleur que si tu marchais sur des pointes d'épingle. Le tarif sera double. » Elle lui coupe la langue. La petite sirène sera donc belle, muette et emplie de douleur. Bienvenue chez les femmes, mon petit. Et en vérité, on a tous et toutes tendance à avoir le cœur brisé par ces personnages fictifs.
et moins par ce bien réel qui va qu'autour de nous. Pensez à celle qu'on a tous appelée la femme chat. De son vrai nom, Jocelyn Wildenstein. Elle était désignée ainsi parce que depuis 40 ans, elle s'ingéniait à grands coups de chirurgie esthétique à ressembler à un chat parce que, disait-elle, son ex-mari, celui qui l'avait quittée pour une femme 3 fois plus jeune, raffolait de la beauté des félins, elle disait. On s'est tous moqué d'elle. On a pointé son supposé narcissisme, son grotesque refus de vieillir, son visage qui devenait monstrueux, son entêtement qu'elle seule ne semblait ne pas voir. Eh bien, on a été idiots. C'était pas la première fois. Ça serait bien que ce soit la dernière. Et puis ça aussi, ça fait une jolie épitaphe. Juliette Arnaud. Merci Juliette. Merci beaucoup. Juliette, qu'on peut retrouver en podcast, comme toutes les chroniques de cette émission. Merci beaucoup. Vous pouvez même retrouver Juliette en vidéo. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les équipes de Goodway qui nous filment tous les dimanches, qui font un boulot de dingue pour sortir les vidéos le plus tôt possible. Benjamin, Alban, Adrien, on peut les applaudir bien fort. Merci les gars. C'est vrai qu'ils bossent très tard. Ils bossent très tard, notamment sur l'étalonnage pour enlever à l'image la teinture violette mémé que fait Pierre-Emmanuel et qui donne envie de l'inscrire à la maison de retraite des Mimosas d'Anduze. Et il rajoute des rires sur ta chronique. Attendez, je crois que c'est pas le moment là. Merci aussi à Christian qui fait la programmation musicale de cette émission, même s'il m'écoute jamais. D'ailleurs, il n'y a jamais de scapé. Juliette, ça va être scapé ou pas là? Eh bien non, Guillaume, toujours pas. On va écouter un truc où il y a moins de punk, mais plus de reggae. Il y a moins de mecs. C'est une femme, Sumti. Elle est née à Glasgow. Elle est d'origine indienne. Avec ce titre où elle raconte comment elle se sent dans une cage, dont ce grand méchant monde s'appelle Big Bad World. Et c'est vraiment du reggae. Et tu sais pourquoi c'est vraiment du reggae? Non. Il y a au moins 3 fois elle dit Babylone. Ah, parfait. C'était Sumti. Big Bad World, Babylone. Vous écoutez toujours Radio Nova, c'est la dernière avec Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Anne-Marie Lompré et notre invitée, l'historienne Mathilde Larère. Et c'est le moment de la séquence, l'invité de l'invité. On t'a demandé, comme à tous nos invités, de convier qui tu voulais. Et tu m'as dit Sébastien Castro du théâtre El Douane d'Ivry-sur-Seine, qu'on peut applaudir bien fort. Salut Sébastien. Salut. Sois le bienvenu. Alors Mathilde, elle a pensé à toi, elle m'a dit dans son message, parce qu'elle avait envie de parler du pass culture. C'est ça. C'est ça. Alors, question toute simple, c'est quoi le pass culture? Et c'est quoi le problème avec le pass culture? D'accord. Je suis très heureux que Mathilde ait pu m'inviter, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est passé un petit peu comme ça sur le fil de l'actualité, ouais. Et on n'en a pas trop discuté et parlé. Et en fait, c'est quelque chose qui est arrivé, qui est complètement fou, enfin à mon sens. Ouais. Donc je me présente rapidement. Oui, vas-y. Moi, donc je fais partie d'une troupe de théâtre qui est une coopérative à Ivry-sur-Seine qui s'appelle le Théâtre El Douane. Et Mathilde, on s'est rencontrés parce qu'elle est venue voir un de nos spectacles. Et par ce biais-là, elle fait partie des aficionados du Douane. Et en gros, ce qui se passe avec le pass culture, pour revenir à ça, à cette question d'actualité, donc il y a le pass culture collectif et le pass culture individuel. Beaucoup de personnes connaissent le pass culture individuel, c'est en fait une sorte de chèque, on va dire, qu'on donne à partir de 15 ans. Et individuellement, on peut sortir, aller voir des films, des pièces de théâtre, des acheter concerts, des livres, etc. acheter des livres, etc. Ça, on avait l'impression que c'était plutôt pas dégueu. C'est pas dégueu, mais ça, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec le pass culture collectif, qui est autre chose complètement différent. C'est d'autres financements. Ça, c'est lié à l'éducation artistique et culturelle. Donc, c'est des projets qui se font entre les professeurs, les écoles, les collèges et les lycées, avec des artistes, mais pas seulement, avec des écrivains, avec des journalistes. Enfin, c'est des musées également. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne de toute façon et qui est sous-évalué. C'est ce que dit la Cour des comptes, en fait. Et en gros, ce qui s'est passé, pour vous raconter, parce qu'en fait, c'est ça le plus important de l'histoire. Ce qui se passe, c'est que sur 2024, le budget, c'était 97 millions d'euros. Sur 2025, c'est 72 millions d'euros. Et en janvier, ils ont décidé d'enlever, le Sénat a dit, on va voter une loi, parce que ça nous coûte trop cher, de baisser donc, cette subvention publique de 25 millions d'euros. Donc, on se retrouvait avec 72 millions d'euros pour 2025. Ça grignote. Ouais. Sauf que ils ont gelé à partir de 50 millions d'euros fin janvier. Donc voilà. Okay. C'est-à-dire que entre septembre 2024 et janvier 2025, il restait en gros 40 millions d'euros qui avaient déjà été dépensés. Et donc ils ont dit il faut geler à 50 millions, donc il reste 10 millions. Et donc en gros ce qui s'est passé, c'est que nous en tant que structure culturelle, on a su par des biais, c'est-à-dire par les réseaux sociaux ou par des fuites qu'il y a eu au rectorat, qu'on avait 2 jours pour bloquer, que tous les projets puissent être validés. Il faut comprendre qu'il y a une plateforme qui s'appelle ADAPT
Partage, ça c'est la plateforme des profs, et la plateforme Pass Culture, où nous, en tant qu'acteurs culturels, on fait des offres. Donc le projet, c'est de mettre en lien des acteurs de la culture et c'est ça. Mais les offres, profs, en fait, c'est pas comme des ventes de spectacles. C'est-à-dire que c'est des projets au long terme, c'est de l'éducation populaire, à mon sens. Hein. Vraiment, c'est ça. Ça peut être quoi alors? Des rencontres avec des écrivains, avec ça des peut artistes? Exactement. Ça peut être, par exemple, un travail autour du harcèlement scolaire. Mais c'est pas juste présenter un spectacle. C'est-à-dire qu'on va voir les profs, on construit le projet ensemble. Donc ça prend du temps. Donc c'est pour ça que je dis, c'est pas juste une vente de spectacle. Ça peut être. En fait, il y a plein de choses. C'est multiforme et ça fonctionne en fait. Et donc en fait, non mais la folie, c'est que le 30 janvier, on a su qu'on avait 2 jours pour que tous les projets, on les valide. Et ça a été un truc complètement fou, c'est-à-dire qu'on a commencé à appeler. En plus, il n'y avait pas de, comment dire, c'était pas officiel. C'est-à-dire que c'était une fuite. Ouais. Donc en fait, c'est dingue. C'est-à-dire qu'on devait appeler nous les profs au lycée qui n'étaient pas au courant. Dépêchez-vous. Imaginez le truc, c'est dépêchez-vous. Ouais. A priori, ça a pu exister dans 48 heures. Ça a été une course. Ça, c'était quand? Ça, c'était le 30 et le 31 janvier. Ils nous ont dit, le 31 janvier à 17h, c'est fini. Alors là, en fait, le truc qui est dingue, c'est pour ça que je pense que c'est important d'en parler et de bien comprendre. C'est qu'on parle de projets importants. C'est des projets c'est l'éducation nationale et la culture, ensemble. On crée des choses pour les élèves. Il faut bien comprendre que 72 millions pour 6 d'euros pour 6 millions d'élèves, c'est 12 euros par élève. C'est pas non plus une somme astronomique. Donc voilà, on construit ça. On nous prévient pas. Il faut le faire, il faut aller rapidement. Ça veut dire qu'on nous a dit quasiment que le meilleur gagne. C'est ça qui s'est passé. Parce que démerdez-vous quoi, au mieux. En fait, le site, il a planté. Oui, c'est ça qui s'est passé. Mais c'est-à-dire que ce qui est quand même fou dans l'histoire. Non, mais c'est exactement ça. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que je pense que derrière tout ça, parce que finalement, moi, j'ai pas envie d'être seulement je viens pas pour parler j'ai pas envie de passer pour l'artiste qui va encore parler des artistes et des subventions publiques. Non, mais là, ça parle de lien entre des élèves. Et pour moi, ça va au-delà. C'est-à-dire que moi, c'est une attaque. Ça nous a tous mis, nous, acteurs culturels, dans un état de sidération. Hein, faut pas l'oublier, mais ça nous a complètement. Parce qu'en fait, il y a un contrat moral quand même entre ce que nous faisons. C'est quand même des métiers déjà que on travaille avec 2 bouts de ficelle. Donc là, pour le coup, là, on t'en enlève un déjà. Voilà. Non, enfin là, il n'y a plus de ficelle, il n'y a plus rien. Quoi. Et puis finalement, ça suppose aussi que nous, on va continuer à travailler comme les profs. Sans rien, c'est-à-dire que c'est pas grave parce qu'on est passionné, parce qu'on aime notre métier, tu vois. Donc payant visibilité. C'est ça, tu vois. Et là, il y a quelque chose pour moi qui a à mon sens vrillé. Et finalement, je ne sais pas si vous avez vu la communication du gouvernement. Borne a dit non, mais vous inquiétez pas, on va rouvrir le site dans 2 jours. C'est très inquiétant. Et après, elle a dit voilà, mais tout ce qui a été fait, ça a déjà été validé, etc. Nous, on a la chance d'avoir un lieu. Nous, on reçoit énormément de compagnies, donc quelque part. Ça nous met en danger, hein, vraiment. Mais voilà, on peut continuer à faire nos activités. Néanmoins, moi, je pense à toutes les jeunes compagnies qu'on reçoit, les artistes émergents, qui en fait, finalement, puisque tous les budgets de la culture, ils baissent à vue d'œil, on peut voir ce qui s'est passé au Pays de Loire, on peut voir ce qui s'est passé dans l'Hérault. C'est une tendance générale. Voilà, politique de la ville, etc. Donc moi, je pense que là, on arrive à un moment, en fait, où vraiment, je me pose la question de savoir si tout ce tissu qui existe dans ce pays, qui est quand même quelque chose qu'on voit pas partout, c'est-à-dire que en Angleterre, t'es barman et comédien, quoi, en gros. C'est ça que tu fais. Ici, on a cette chance-là. En plus, exactement. Ne tente pas trop, mec. Ah ouais, c'est vrai. Mais nous, on a un bar et au théâtre, on est barman aussi. Mais ce que je veux dire par là, tu vois, on a trouvé ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est-à-dire que c'est un modèle aussi. Enfin, je pense que derrière ça, moi, c'est ça. Moi, ce que je me suis posé comme question là, à ce moment-là, c'est que je me suis dit cette violence, ce mépris pour nos métiers, parce que je parle de nos métiers et du rapport qu'on a avec les profs, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'en plus, Macron a dit qu'en septembre, le théâtre sera obligatoire dans les collèges à la rentrée en 2025. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a tout un délire autour de la. Bon, ça, il y a peut-être un peu d'hypocrisie. Mais il n'y a pas qu'un peu d'hypocrisie. Merci en tout cas, Sébastien. Merci pour ce témoignage. Qu'est-ce que tu dis, Pierre? Qui aurait pu prédire? Voilà. Merci Sébastien d'avoir été avec nous et d'avoir été très pédagogue et de nous avoir expliqué tout ça. Et allez au théâtre. Allez voir toutes les pièces au théâtre El Duende à Ivry. Je fais un petit coup de projo aussi sur la cérémonie des Doigts d'Or. C'est les Oscars du capitalisme qui auront lieu à Lille, au théâtre Sébastopol, le 24 février prochain. Voilà. Enfin, je vous dis ça, vous faites bien ce que vous voulez. Si vous préférez plutôt acheter des produits qui vous serviront à rien et qui participeront à l'anéantissement de la biosphère, ils sont de mieux en mieux, mes lancements de pub, j'ai l'impression. C'est la publicité. Vous êtes toujours sur Radio Nova, c'est toujours la dernière avec Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré et notre invitée l'historienne Mathilde Larère. Et on est sur une émission vraiment complète, actu, blague, histoire, philosophie, mais quid de la poésie, me diriez-vous si vous utilisez encore l'expression quid de, qui vous classe quand même parmi les gens
c'est chiant. Chiant, il ne l'est jamais. Il sculpte la beauté des mots avec sa plume de velours. C'est le retour de Jean-Noël Mistral. Bonjour à tous. Bon ben, faut se jeter quand le chat est... Je finirai cette expression un autre jour. Bonsoir, je suis poète, je suis Jean-Noël Mistral, je fais des contes du Moyen-Âge d'actualité. Je savais que ça allait pas marcher avec un public de gauche. Il était une fois la princesse de la Lune. Il était une fois, je mets le ton, un héros, non, une princesse qui avait tout... C'est bientôt fini. Qui avait toujours du vent dans les cheveux, car ses narines étaient retournées. Alors, quand elle marchait, ses cheveux faisaient un fleuve de magnificence autour de son visage dessiné par un enfant. Et les gens étaient subjugués. Et certains passants j'arrive plus à dire, se pâmaient. Et même les poissons rouges explosaient dans leur bocal. Tant ils étaient subjugués par sa beauté étincelante. Un jour, elle rencontra un meunier. Elle lui dit: ça va, meunier? Bien. Un autre jour, elle rencontrait une bergère qui dormait sur 2 moutons assommés. Parce qu'au Moyen-Âge, quand on n'avait pas d'oreiller, j'aime pas celui-là, je recommence. J'en fais une autre. Ouais, c'est peut-être une autre, ouais. Il était une fois, je mets le temps. Il était une fois une princesse qui avait tout le temps les doigts dans son nez. C'est mieux ça. Ouais, c'est mieux. Car elle respirait par le coude. Alors, elle ne pouvait pas enfiler de chemisier ou de pourpoint à cause de son... Vous voyez? Et ce qui fait qu'elle était obligée de mettre des chemises à une manche. Et son épaule était toujours dénudée. Qu'il pleuve, qu'il vente, son épaule subissait toutes les intempéries, même qu'il grêlasse, même qu'il ventasse et qu'il pleuvasse, ou même qu'il tombait des pierres quand elle passait sans faire exprès derrière une lapidation. Si bien que la peau de son épaule, qui était d'ordinaire si douce, plus douce que le battement de cils d'un papillon quand tu le tours. Bref, sa peau a voulu se défendre des intempéries, ce qui fait qu'elle se durcit, puis elle s'épaissit, puis de la corne se forma. Quand à l'âge de 15 ans, un ongle se forma sur son épaule. Ce qui est pratique pour décoller du papier peint, par exemple. Ou gratter le ventre de son poney, ou faire du baseball, ou d'autres choses. Faut que je me retrouve où j'en suis. On est bientôt à la dernière page. Et c'est vrai et c'est la vraie histoire. Hein. C'est quelque chose, vous regarderez les sources, c'est la vraie histoire. Mais le pire, c'est pas ça, c'est qu'elle a eu une addiction aux grenades. Pourquoi? Parce que, évidemment, que tout le monde l'a rejetée avec son handicap, sauf les tamanoirs qui reconnaissaient en elle le visage de leurs parents. Mais disons que, évidemment, de la rancœur. Et donc, quand elle reçut cet héritage à l'âge de 12 ans, de 16 millions de caisses de grenades, eh ben, au début, elle ne fit pas le lien avec sa rancœur. Elle disait: qu'est-ce que je fiche de ces grenades? C'est pas forcément ma meilleure chronique, mais un jour qu'elle s'ennuyait, elle lançait une grenade dans sa chambre. C'était marrant. Après, le lendemain, elle en mit 3 dans les douves. Ça explosait les alligators de combat. Et puis, à force de fil en aiguille, au bout d'un moment, à l'âge de 17 ans, elle lançait 16 à 15 grenades par jour. Ce qui fait qu'elle devint, les gens en ont marre, et addict aux grenades. Bon, la fin est pas dingue. Ce qui fait que, peu à peu, à force de lancer des grenades, pour un oui ou pour un non, putain, tu me regardes mal, je lance une grenade. Ah, cet enfant pleure, je lance une grenade. Et à force de fil en aiguille, je lis même plus tellement je sais plus où j'en suis. De fil en aiguille, son royaume, le château était troué de part en part, comme un gruyère humilié. Tout le royaume était criblé de trous et toutes les couleurs se mélangeassent. Donc toutes les couleurs mélangées, ça faisait du gris. Et il y a plus que des cratères, l'oxygène dégoûté s'était enfui dans l'espace.
C'est ainsi qu'elle finit sa vie. C'était la princesse de la Lune. C'était magnifique. Jean-Noël Mistral, alias Désolé. Arnaud Aymar. Eh oui, il y a Arnaud Aymar. Derrière ce Jean-Noël Mistral, Arnaud qui jouera un autre personnage, Olaf Nicht, le conférencier, le fameux conférencier, 5 avril à la Cité de l'Économie à Paris. Mathilde, je ne sais pas si tu es férue de poésie, j'imagine que la poésie de Jean-Noël, bien évidemment comme tout le monde. Et c'est peut-être ce qu'on va bientôt savoir, parce que Juliette t'a posé des questions sur tes lectures. Oui, Mathilde, je t'ai demandé quel livre t'étais resté de l'enfance, et tu m'as répondu à un roman qui a marqué un paquet de générations depuis sa publication en 1903, L'Appel de la forêt de Jack London, et qui raconte l'histoire d'un chien domestique volé qui devient un chien de traîneau dans le Grand Nord, qui fréquente un certain nombre d'humains plus ou moins honorables et finit par répondre à l'appel de la forêt, à savoir c'est bon, c'est fini pour moi, les humains. La raison que tu m'as invoquée pour ce livre, je la trouve splendide. Tu m'as dit que c'est la première fois que tu as le souvenir de toi en train de lire et de te dire « Oh, mais qu'est-ce que c'est bon de lire !» Parce qu'on oublie souvent de dire que lire, c'est bon. C'est un plaisir. C'est pas une addiction aux grenades, mais ça fait de la joie. Est-ce que tu peux expliciter là-dessus et est-ce que ça t'est resté ? Parce que parfois, il y a des plaisirs très très forts qu'on a, intenses quand on est gamin, et moins après. Ah ouais, mais ça m'est grave resté. Le truc, c'est que ça marche, ça le fait pas toujours aussi fort. Ah bah non. Et en fait, les fois où justement tu lis et d'un seul coup, tu ressens ça à nouveau, cette espèce de bonheur absolu de lire, de voyager, de découvrir, c'est d'être un chien. Ah non, mais dans le cas de l'Appel de la forêt. Oui. Ouf, Vous faites ce que vous voulez aussi chez vous. Mais ouais, non. Et de fait, les livres qui m'ont fait ça, il y en a quand même un. Alors, je lis beaucoup, mais donc il y en a un petit paquet, mais il y en a pas tant que ça. Et le truc, moi, je sais pas si ça te fait ça, mais moi, il y a des fois, je lis un livre, je l'aime tellement qu'après, j'arrive plus à lire. Ouais. Mais j'arrive plus à lire. Et après, on peut plus s'en passer, quoi. Ouais. Je crois que tu aurais dû dire Juliette dans ta question. Juliette. Non, mais. Tu sais, les fois où tu lis un bouquin et tu te dis oh putain, je vais mettre 2 mois avant de réussir à en reprendre un parce que celui-là il est tellement bon que je vais pas retrouver le même plaisir après, quoi. Ouais, et des fois même après tu te dis ah je vais lire que des romans pas trop bien. Oui, on sait. Et une question subsidiaire, est-ce que tu as eu la sensation dans ta vie que d'avoir entendu toi l'appel de la forêt dans ta vie à toi? Non, moi, ça serait plutôt l'appel de la mer. J'ai un problème avec l'eau, j'adore ça. Ensuite, je t'ai demandé quel livre t'avait donné envie de devenir une grande personne, et tu m'as dit, ça sera forcément un roman écrit par une femme où le personnage principal sera une femme, et ce sera une femme qui sera pas maltraitée, une femme qui aura des histoires d'amour, une femme qui à la fois aimera, sera aimée, désirera, sera désirée, prendra du plaisir à faire l'amour et ne le subira pas. Et donc, tu m'as proposé un bouquin en me précisant que c'était pas un chef-d'œuvre, mais que c'était celui-là que tu choisissais. Ça s'appelle La bicyclette bleue, c'est sorti en 1981 et ça a été écrit par Régine Desforges. À quel âge tu l'as lu? Parce que tu l'as lu jeune, j'imagine. Moi, chez moi, c'était un livre interdit. Donc moi, je l'ai lu en douce avec la peur carabinée que ma mère arrive et qu'elle m'en colle une. Moi, je l'ai lu, j'étais en 4e, je crois. Et j'avais le droit. Et ouais, c'est-à-dire que... Et toc. Mais peut-être que tu étais plus jeune quand il est sorti. Et ouais, c'est ça. C'est-à-dire que donc c'est un personnage de femme assez fort. En plus, elle nique des nazis. Alors, je trouvais ça super qu'elle se batte contre les nazis. C'est une résistante. Le contexte, c'est la Seconde Guerre mondiale. Ouais, c'est une résistante. Les nazis, c'est pas super. Non, alors. Non, mais lui, il a une princesse CRS qui lance des grenades. Non, mais Non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'était. Mais je pense aussi parce que c'est une femme qui écrivait, c'est-à-dire qu'elle assumait son désir. Et en fait, quand tu lis ça à 14 ans, en plus, moi, j'étais une adolescente super mal dans sa peau. Je me trouvais hyper moche. Je me disais. Oui, mais c'est le principe de l'adolescence. C'est le principe. Ouais. Après, c'était bien carabiné, quoi, dans le genre. Et donc, je me disais. Putain, ça va être ça, c'est-à-dire que waouh, enfin, j'avais vraiment l'impression que c'était un truc merveilleux qui allait s'ouvrir, de la possibilité, ouais, d'aimer, d'être aimé, désiré, d'être désiré, et je trouvais ça chouette comme écriture. Et je pense que c'est Régine Desforges, de fait, c'est une femme, et donc elle explique, enfin, elle raconte, elle écrit le désir féminin et le plaisir féminin. Et donc quand tu le lis en tant que
que jeune fille, hein, je sais pas, on a quel âge en 4e 13 ans. Ouais, bah voilà, en fait, ça donne envie. Oui, puis ça te prépare pour les futures grandes manœuvres. On va aller vite sur le dernier, les grandes manœuvres amoureuses. Et pour finir, je t'ai demandé quel livre t'avait fait rire et on s'est mis d'accord sur un bouquin de David Lodge qui est mort il n'y a pas très très longtemps, qui était britannique. Le livre, c'est un livre de 1984 qui s'appelle Un tout petit monde. Alors je te signale, Mathilde, que même Le Figaro trouvait David Lodge super drôle. Merde. C'est ton point commun avec Le Figaro. Ouais. Un avec Berne, un avec Le Figaro, je suis dans la merde. Un mot à dire pour vendre, pour donner aux gens envie de le lire, Un tout petit monde? Un tout petit monde. Après, c'est des histoires d'universitaires. Donc, alors, à ce moment-là, je l'étais pas, mais ça me faisait penser à ma mère. Et l'idée que ma mère vivait un truc comme ça me faisait juste pisser de rire. Mais parce que vraiment, il lui arrive des trucs. Et la scène qui m'a fait marrer, je me souviens, j'ai explosé de rire. Donc, c'est un universitaire qui va visiter le tombeau d'Atatürk. Et puis, il a super peur de faire un impair. Donc, il fait tout ce que fait son guide. Je vais rigoler. Le guide qui lui fait visiter le truc d'Atatürk. Et puis, en fait, le guide, il arrive vers le truc d'Atatürk et on dirait Jean-Noël Mistral. Il y a un duo qui est en train de se former. Non, et puis alors, il lance une grenade. Non, c'est pas vrai. Et puis, non, en fait, mais non. Le guide se prend les pieds dans le tapis et s'explose la gueule. Et résultat, le collègue, il se prend les pieds dans le tapis, il s'explose la gueule parce qu'il pense que c'est ça qu'il faut faire devant le tombeau. Et donc les deux, ils se cassent la gueule. Et moi, je trouvais ça trop marrant, quoi. Ok, non, bah oui. Après, l'humour, c'est subjectif. Non, mais ouais. Non, mais je veux dire, les gens qui se cassent la gueule, dans tout le film muet, t'as ça. Enfin, quand quelqu'un, à partir du moment où il se fait pas mal, tu rigoles. Ouais. Et de le lire, je sais pas, je trouvais ça hyper marrant. Puis voilà, j'imaginais ma mère se cassant la gueule devant le tombeau d'Atatürk. Enfin, ça me faisait marrer. Merci, en tout cas, merci Mathilde. On a hâte de le voir en théâtre, du coup, l'adaptation. Ouais, fumer un petit joint avant. Ouais, peut-être, c'est conseillé. Merci Juliette pour tous ces conseils. Qu'il est bon de s'élever comme ça vers les cimes de la pensée moderne. On y respire l'air frais de la raison et de la beauté. Mais moi, j'ai le mal des montagnes. Donc, j'ai besoin de redescendre régulièrement vers quelque chose de plus pragmatique. Je dirais de plus terre à terre, de plus Aymeric Lompré. Ouais. Allez, l'actualité n'attend pas. L'actualité, c'est pas une tranche de pain que t'as oublié dans le toaster et qui est coincée au fond. Et tous les matins, tu la regrilles encore et encore. Et tous les matins, il est non, enfer et damnation. Et après, elle devient une toute petite boule de charbon noir et poussière sera son destin. Vous allez voir, j'ai eu une semaine très chargée, j'ai pas tout mis dans le boulot. Et j'ai vu un sondage là, 90% du public féminin qui nous écoute trouve que c'est moi le plus sexy de la bande. Ouais, merci les filles. En même temps, j'aurais été hyper vexé, hein, vraiment. Entre Pierre et Guillaume, c'est comme arrivé dernier au concours Miss Alsace, quoi. Bon. Bretzel, t'es deuxième. Quoi? Mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Des dents. Non mais le sondage en fait il dit que, c'est un autre sondage maintenant que je vous parle, c'est que 75% des Français ne font pas confiance aux politiques. Tiens. Alors c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore 25% des Français qui font confiance aux politiques. Qui sont-ils? Où se cachent-ils? Débusquons-les. Vite, enfumons les terrils. Là, il y en a qui s'échappent. Attrapez-le avec un lasso électrique. On l'a eu. Déclinez votre identité. J'en suis Nicolas, je fais du char à voile. C'est à partir de là où je me suis dit, à quoi bon travailler en fait? Premier podcast de France, ça va, c'est bon. Et quand t'as fini le Vendée Globe, tu refais pas du bateau, hein? Non mais c'est fou que 25%... Alors non, parce que depuis l'élection de Macron, 26 ministres ont été impliqués dans les affaires politico-judiciaires. Ça fait 1 sur 6. T'as autant de chances de te faire baiser par un ministre que de perdre à la roulette russe. Je te jure, et t'as un quart des Français qui est là. Allez, on joue. Attends, après, t'as quand même 3 Français sur 4 qui les écoutent même plus. Hein. Les politiques, on dirait trop, c'est les profs de latin en 4e. Non mais écoutoum, là. Écoutoum. C'est hyper important, le latin. Allez, c'est le futurum, le latin, c'est le futurum. Vous serez perdoum dans un monde qui va de plus en plus vitoum. Après, il y a le suceur au premier rang qui est là. Vous êtes passionnoum, monsieur Guillou. Ta gueule, Maurice. Non. Et après, franchement, ça se comprend qu'on fasse plus confiance aux politiques, vu le nombre de disquettes qu'ils nous mettent, quoi. Alors, moi, tu vois, par exemple, si ma meuf me trompe 18 fois,
La 10e fois, je vais être là. Bon, écoute, Caro, je te fais plus confiance. Salut papa, je t'avais pas vu sous la couette. Non, tu peux rester. Bon, Caro, pour moi, c'est la fois de trop. Je m'en vais, c'est finir. Pardon, monsieur. Pardon. Oh, mais le beau pépère. Pardon. Oh, monsieur Guillou, ça fait longtemps. Allez, au revoir tout le monde. Bon, la prochaine chronique, va falloir qu'elle soit très très bien. Non, mais je vais pas faire de démagogie, mais c'est vrai qu'on a toujours l'impression de se prendre des disquettes par les politiques. Et tous. Alors, sauf un, Poutou. Mais Poutou, c'est pas pareil. Poutou, c'est la famille, quoi. Poutou, c'est... Heureusement qu'il est pas au pouvoir, putain, heureusement. Mais qu'est-ce qu'il fait le président là? Ah, ça c'est Filou. Il a installé un ventre-église dans les jardins de l'Élysée avec l'argent public. Taxer les riches. Avec Fabrice Arfi derrière. Yahoo, j'ai rien vu. Non mais moi je pense que pour que les gens ils aient reconfiance aux politiques, il faudrait remplacer les politiques par des gens. Waouh. Non mais si c'est des gens à la place des politiques, ils pourraient pas en avoir marre des gens, puisque c'est eux. Waouh. C'est un génie, Émeric. Ça devrait être enseigné dans toutes les écoles de chronique. C'est sûr, l'année prochaine sera lui, le meilleur chroniqueur de France. Non mais la politique, ça devrait pas être un métier, ça devrait être des tiges. Tu sais, tous les 5 ans, on vote pour un programme, et pour l'appliquer, on tire au sort une assemblée révocable, et hop, c'est parti. Voilà. Même pas besoin de président, tu vois. Ou alors si, juste quelqu'un de très très beau pour que ce soit décoratif, quoi. Et le président est une présidente, puisque c'est Miss Alsace, Madame Flamencuche, avec Bretzel derrière. Mais c'est pas possible, je suis maudite. Merci de m'avoir écouté. Merci Émeric Lomprey. On te retrouve tous les lundis soirs au Théâtre de la Renaissance à Paris. Mathilde Larère est toujours avec nous, c'est bientôt la fin de l'émission, mais on a encore 1 minute, on va gratter encore 1 minute ou 2, on a encore quelques petites dernières questions à te poser. Juliette. À quel moment révolutionnaire tu te serais bien vu participer? La Commune. Pierre-Emmanuel. Oui, littéralement parlant, une révolution, c'est un tour complet jusqu'à ce qu'on revienne au point de départ. Et je trouve ça un peu déprimant. Est-ce qu'on pourrait pas trouver un mot plus progressiste et festif comme la grande piñata? Non mais on a changé le mot à partir de 1789, ça veut plus dire ça. D'accord, donc la grande piñata. Ok, on garde la grande piñata. C'est voté, j'ai voté. Émeric. Je trouverai une question pendant l'émission. Ok. Je réponds oui. Oui, d'accord. Ouais, je suis d'accord. Moi j'en ai une. Quand tu vois les inégalités en France, est-ce qu'à tes yeux Emmanuel Macron est coupable? Et s'il est coupable, est-ce que la guillotine c'est une bonne manière de le couper? C'est une question. Oui. D'accord, voilà. Il y a la couillotine aussi. La couillotine qui porte bien son nom, j'imagine. Ah non mais ça existe hein, la couillotine. C'est vrai? Ouais. Ok, bah on va peut-être... D'accord, c'est une proposition que tu faut lances. faire attention quand on s'assoit. Ok, j'ai l'image. Juliette. C'est vrai que t'as un humour particulier. Bah, du coup, ça fait un peu peur. Ouais. Quel slogan féministe tu préfères? Qui va faire la vaisselle? Nous, on va faire la révolution. Ou une femme sans homme, c'est comme un poisson sans bicyclette? Allez, la première. Pierre-Emmanuel. Oui, Mathilde, j'ai travaillé pour Canal+, France Inter, et maintenant je bosse pour Pigasse, et je fais payer mes places de spectacle 35 €. Est-ce que vous pensez qu'à la Révolution, je pourrais être pendu après Retailleau? Comme ça me fera 2 érections de suite. On va être négocie. sympa. Oui. Merci. Ouais. C'est un oui. Allez, le mot de la fin, Émeric, qui a si bien travaillé. Ouais, si je vous dis ma révolution porte mon... Hein? Bah, ouais, bon. Je sais pas pourquoi je t'ai donné le mot de la fin. Merci Mathilde Larère d'avoir été avec nous pendant ces 2 heures. On peut retrouver tous tes livres, on conseille tous tes livres, évidemment. Merci d'avoir été là, de nous avoir éduqués. Merci à ton invité Sébastien Castro du théâtre El Duende d'Ivry-sur-Seine, qu'on peut applaudir également. Alice de Rochechouart, Douli, Arnaud Aymar étaient avec nous. Merci à toute l'équipe technique du Théâtre L'Européen. Merci Seb. Merci à Malo, notre réalisateur, qu'on peut applaudir également. Paul à la technique. Les équipes techniques de Radio Nova, Frédéric Antelme. Merci à Colline, Mehdi, Sébastien, Bastien pour les réseaux sociaux. Aux équipes vidéo, on en a parlé, Goodway, Benjamin, Alban, Adrien, Christian pour la programmation musicale, Mano et Loris pour la prod, notre rédacteur en chef, Ramzi Assadi. Et merci à Émeric Lomprey, Pierre-Emmanuel Barré, Juliette Arnaud. Et Guillaume Marie. On se retrouve dans 15 jours parce qu'on est en vacances la semaine prochaine. D'ici là, amusez-vous bien, gardez le moral. Et vivement la dernière.
La dernière.